Je l'ai annoncé il y a peu de temps, nous parlons justement de cette actualité qui fait couler assez d'encre et de salive du côté de la Côte d'Ivoire avec l'ancien Premier ministre Tidiane Tian qui a vu, n'est-ce pas, sa candidature être votée en touche par la justice ivoirienne. Alors nous revenons justement sur cette actualité avec vous, monsieur Dreams. Vous avez une expérience, vous avez été justement dans ce pays depuis plusieurs années et cette actualité, vous la vivez, vous la connaissez. Alors, on voit là la justice ivoirienne qui met en touche, n'est-ce pas, la candidature de l'ex-premier ministre Tidiane Tian. Comment justifier justement cette action menée par la justice? Eh bien, nous nous y attendions au refus de la justice ivoirienne de valider la candidature de Tidiane Tian parce que en Côte d'Ivoire, c'est la routine, c'est même coutumier de se débarrasser du candidat en utilisant sa nationalité. Mais ce que les gens ne savent pas de la Côte d'Ivoire, c'est que eux tous là, Gbagbo a eu la nationalité burkinabé quand il partait en exil en 88. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il est burkinabé de père et de mère, eux-mêmes burkinabé d'origine. Tidiane Tian a eu la nationalité française. Je vais revenir sur Tidiane Tian parce que c'est lui qui nous préoccupe. Mais je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, le problème de la nationalité, le problème de la carte nationale d'identité est un problème récurrent. Et c'est ce que la justice utilise régulièrement quand la chancellerie... Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une chambre qu'on appelle la chancellerie présidentielle. C'est cette chancellerie qui manipule la justice. C'est là-bas où on dit non, il faut... Et c'est ce qui se passe. Sinon, on a rejeté même la candidature de l'ancien président de la République. On prétend qu'il a braqué une banque et qu'il ne peut pas, il a été condamné pour 20 ans, alors qu'il était reconnu non coupable par le tribunal pénal international. Donc, en Côte d'Ivoire, les gens qui s'étonnent du rejet de candidature de Tidiane Tian, c'est parce qu'ils ne connaissent pas comment ça fonctionne là-bas. Nous nous y attendions. Mais Tidiane Tian a demandé la nationalité française parce que il dirigeait une société française et une banque française en Côte d'Ivoire. Et les péripéties de demande de visa régulier, ça traînait. Et il a donc estimé qu'il va prendre la nationalité française pour faciliter ses voyages en France, parce qu'il était marié d'une Américaine et il n'a pas pris la nationalité américaine. C'était juste dans le cadre de service. Mais ce qui arrive à Tidiane, il faut d'abord dire que on est en train de le cuire dans l'eau dans laquelle il vivait. Tidiane Tian a comploté avec M. Bion, il ne faut pas l'oublier, en février 2011 contre Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont trouvé l'idée de geler les banques françaises, parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas de banques ivoiriennes qui fonctionnaient, et la Côte d'Ivoire était sous l'embargo. Donc, comme les banques faisaient vivre les gens sans problème, Tidiane Tian et Bion ont proposé à la France de fermer leurs banques pour obliger la population à sortir manifester contre Laurent Gbagbo. Donc Tidiane Tian, qui n'a jamais voulu faire la politique, ce n'était pas dans ses ambitions. Je le connais personnellement, je connais bien Tidiane Tian, je connais la famille Ayam Sokolo. La politique n'a jamais été dans leur ambition. Depuis que son père, qui était ministre de l'information dans le gouvernement de Feu Boigny, a quitté le gouvernement, la famille Tian n'a plus jamais voulu s'afficher au devant de la scène. Mais la famille Bani, qui contrôle le PDCI, avait une dette morale envers Oufoué. Et donc, quand Henri Konan Bédié est mort, on a donc proposé Tian pour prendre la tête du PDCI-RDA. Et comme le PDCI est comme le RDPC, c'est-à-dire le président du parti est par défaut candidat à l'élection présidentielle, c'est pour ça que sa candidature devait être déposée. Nous attendions effectivement à ce que l'appareil judiciaire rejette la candidature de Tian, mais Gbagbo les avait prévenus. L'homme pour qui vous me combattez va vous faire voir de toutes les couleurs, et c'est ce qui arrive à Tian.
Alors, on peut également remarquer justement qu'il n'est pas le seul à avoir, n'est-ce pas, sa candidature être beauté en touche. On peut aussi regarder justement l'ancien président, justement, et également Guillaume Soro, et également Henri Béchard, également justement sa candidature être beauté en touche. Alors, je vais m'intéresser à vous, monsieur Samori Ateba. Vous avez suivi, n'est-ce pas, cette actualité qui fait couler assez d'encre et de salive. Alors, les raisons évoquées justement par la justice laissent croire justement que ceci serait à cause, n'est-ce pas, de sa double nationalité. Est-ce que ces arguments, ces idées évoquées sont fondées? Ce que je vois dans cette thématique, la problématique qui ressent en fait, c'est d'abord le problème de la double nationalité dans les nations africaines, surtout au sud du Sahara. Et aussi, on va dire, la codification du jeu politique en Afrique. Et quand on va parler d'abord du problème de la double nationalité, c'est que la double nationalité s'utilise à géométrie variable, c'est-à-dire quand ça arrange, on l'accepte, et quand ça dérange, on la rejette. C'est ça qu'on observe dans cette situation-là. Parce que, selon de dire, je ne sais pas, peut-être comme mon grand frère l'a si bien dit ici, qui connaît la personne, d'autres ont estimé qu'il a cette nationalité depuis sa naissance, c'est-à-dire pour être né, je ne sais pas en France, mais peut-être que le grand frère va peut-être apporter des éclaircies dessus, parce que lorsqu'on a un pays comme la Côte d'Ivoire qui est multiculturel, qui est je peux dire, tribu et multinationalité, on ne peut pas se permettre de poser ce type d'argument pour écarter les adversaires politiques, parce que on va se dire que c'est dans ce sillage qu'on se pose. Il faut qu'en Afrique, tout comme en Côte d'Ivoire, tout comme au Cameroun, qu'on règle le problème de la double nationalité, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qu'on peut dire village planétaire, un monde qui est un village planétaire. Il va falloir naturellement qu'on codifie cela, qu'on commence à s'intégrer dans ce nouveau monde où je peux dire que les nations en fait font beaucoup d'échanges, et lorsqu'on se retrouve cantonné dans une nationalité, on peut avoir des problèmes, comme le grand frère l'a si bien dit, c'est-à-dire pour avoir des déplacements, est-ce qu'on doit encore faire des passeports, on doit avoir des complications pour se déplacer. Je vous dis, à un certain niveau, lorsque vous observez même certains Camerounais qui vivent à l'étranger, qui mènent beaucoup d'activités, la majorité sont obligés de signer la nationalité parce qu'on ne veut peut-être pas réglementer le problème de la double nationalité au Cameroun. Ils sont obligés de signer une nationalité. Généralement, dans ces pays, lorsque vous signez une nationalité, vous perdez votre nationalité, peut-être disons ivoirienne ou camerounaise. Or que c'est quelque chose qui n'est pas logique. On a besoin de tout le monde, on a besoin de ces esprits-là. Pourquoi on accepte ces nationalités en football quand un Français, quelqu'un qui a signé la nationalité française vient jouer ici? Vous allez peut-être voir même au niveau, moi je suis un fervent supporter, fan du président de la fédération, mais vous allez voir que c'est quand même un Espagnol qui est là, qu'on accepte, qui assume un poste électif au Cameroun. Or que vous allez voir que généralement ce sont des choses qui ne sont pas acceptées. Bon, ça veut dire que la double nationalité est utilisée comme l'épée de Damoclès sur la tête de ceux qui veulent se positionner dans le sens où ils veulent participer au jeu politique, et surtout quand c'est le pouvoir suprême. C'est là qu'on utilise généralement ces tactiques, ces stratagèmes. Pourquoi on accepte que un Français soit ministre dans un pays, mais on n'accepte pas qu'il soit président? Comment on peut accepter ça? Comment on peut entendre, on peut comprendre cela? En quelque sorte, ça trotte très mal, ça donne le sens qu'on ne comprend pas ce qu'on veut faire. Est-ce que on sait véritablement, on dit il est premier, on accepte qu'il soit premier ministre, qu'il soit ministre, mais on n'accepte pas qu'il soit président. Alors que tout cela, ce sont des fonctions quand même exécutives qui permettent au pays d'avancer, au pays de fonctionner. Tout ce que moi je veux dire, c'est que il va falloir réglementer cela, parce qu'on doit aussi dire que c'est un couteau à double tranchant. Parfois, quand on veut être élu, on veut qu'on accepte la double nationalité, mais quand on a commis des gaffes, on se réclame de la nationalité peut-être étrangère pour en fait se mettre sous ce parapluie là, pour éviter, parce qu'on a eu des Camerounais ici, lorsqu'ils ont commis des gaffes, ils ont détourné de l'argent, et lorsqu'il fallait aller dans ce sens qu'on doit les emprisonner, commencer à brandir la nationalité canadienne, française et tout le reste pour échapper à la justice. Bon, il va falloir réglementer tout cela et que les gens acceptent ça. Et il faut aussi qu'on ait le problème de la codification, je peux dire,
élections, parce que lorsque on a mis l'UA et toutes les autres sous-régions qui gravitent autour, c'était pourquoi? C'était d'abord, on a décidé d'abord de régler le problème politique avant, parce qu'on a dit qu'avoir une stabilité politique permet en sorte qu'on ait un pays florissant en termes économiques, parce qu'on ne peut pas bâtir, une économie sur un pays en guerre. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas créer les richesses quand on est constamment en train de se battre. Comment faire pour arrêter de se battre? Il a fallu qu'on mette d'abord la charte africaine de la gouvernance, des élections et de la démocratie. Mais vous voyez que aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas respectées parce que même l'Union africaine ne veille pas à cela. Même les différentes sous-régions ne veillent pas à cela. Parce que généralement, la majorité des gens qui constituent même ces organisations-là sont des gens qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas l'amélioration. Ce qui fait qu'on est toujours dans des états où on doit se battre à la veille des élections. La veille des élections crée des tensions parce qu'on va toujours trouver des stratagèmes pour éliminer un adversaire politique sérieux, pour éliminer les adversaires politiques qui sont capables de damer le pion à celui qui détient le pouvoir. Et voilà, et quand on tombe dans ça, parce que même Alassane Ouattara, où il est là, est-ce que il avait dit qu'il faisait quelques mandats, il partait. Et après, il est là, il ne veut plus partir, il commence à créer des stratagèmes pour rester dans le pouvoir. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ateba Samori, pour cette première prise de parole. Alors, je vais revenir avec vous, je m'intéressais à vous, Dimitri. Alors, vous suivez cette actualité qui va, n'est-ce pas, de ce côté, en Côte d'Ivoire, où sa candidature, la candidature justement de l'ancien Premier ministre, est votée en touche. Quelle est votre première analyse quand vous regardez? Merci Étienne. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis près de 5 ans, je m'intéresse beaucoup à la problématique de la démocratie en Afrique. Et je suis arrivé à la conclusion, la même que la dernière fois, samedi dernier, la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Pas du tout, c'est pas fait pour l'Afrique. Et c'est comme le Véran a dit, c'est le Véran. Alors vous résumez la démocratie au centre fait de l'alternance au pouvoir, c'est quoi? Non. J'ai toujours dit que la démocratie, c'est une forme de dictature. La démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Maintenant, donc, je vous ai dit ici, je prends toujours en défi, quand quelqu'un me donne un pays, même en Occident, qui s'est développé avec la démocratie, qui s'est bâti avec la démocratie. La démocratie a été beaucoup plus un piège pour les peuples africains. C'est-à-dire, voici des gars qui commencent déjà à avoir un ensemble d'idées, qui commencent à développer un ensemble de mécanismes pour leur développement. Alors il faut leur injecter quelque chose qui va faire qu'ils doivent parler, c'est-à-dire les discours doivent être différents. Bon, maintenant pour revenir sur le cas de Tiam, puisque c'est celui qui fait l'objet de notre thématique ici, je ne suis pas surpris. Il fallait s'y attendre. Ah oui, il fallait s'y attendre. Et quand vous avez lu Jean-Paul Sartre dans son ouvrage La Salle, vous comprenez que la politique, c'est pas comme un politologue disait, le voix bébé. Donc, celui qui a le pouvoir en main va toujours user de tous les mécanismes, que ce soit des mécanismes légaux ou pas, il va user des mécanismes qui sont à sa disposition pour pouvoir disqualifier les autres. Maintenant, pour revenir sur la question de la double nationalité, il faut savoir également que, comme il a dit, c'est un couteau à double tranchant. Maintenant, il faut faire très attention. On ne doit pas directement arriver et dire nous sommes dans un village planétaire, machin, il faut donner attention. Parce qu'il faudrait, justement, dans le cas il parlait du président de la Fédération camerounaise, toutes les nationalités qu'il a eues, il a beaucoup travaillé pour la politique étrangère camerounaise. Peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y a beaucoup de contrats que le Cameroun a eu derrière ce monsieur. Donc, il faut savoir que la double nationalité, il a dit pourquoi on accepte un sport et on n'accepte pas à tel endroit, c'est celui qui gouverne, qui juge de l'opportunité de la chose. Est-ce que le fait que ce monsieur veuille signer la double nationalité, est-ce qu'on peut accepter cela? Qu'est-ce que ça nous apporte qu'ils signent une double nationalité? Parce que la plupart, il a dit, c'est dans le cadre de leur business. Ils font leur business et c'est quand moi j'en connais chez moi, on n'a jamais connu le monsieur, il a la double nationalité, il est camerounais et français, il fait ses business, quand il voit qu'il faut qu'il revienne au Cameroun, il dit bon, je vais taper une très belle maison au village, ensuite je vais venir discuter la mairie. Et nous on lui a rappelé que bah écoute, tu n'es pas camerounais.
Et il a commencé à brandir, non, je suis Camerounais, ce n'est pas parce que j'ai pris une nationalité, c'était dans le cadre de mes business. Et on lui a posé la question, bon, les business là, qu'est-ce que ça nous a apporté ici? De manière concrète, ça nous a apporté quoi? Parce que tout le temps, ils vont venir brandir, j'ai des maisons en France, j'ai ceci en France, ils vont donner leurs avoirs en euros. Donc, ce qui arrive à Thiam aujourd'hui n'est que le révérend l'a dit. Quel a été son rôle en 2011? Et Gbagbo l'a dit. Si tu craches en l'air, les craches, ça dit, vous savez, il y a ce que je n'aime pas, c'est l'indignation sélective. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le pouvoir, vous pouvez jouir du pouvoir, mais maintenant, lorsqu'il se retourne contre vous, vous commencez à crier au scandale. Il faut à un moment donné qu'on soit honnête, qu'on se dise, bah, j'ai fait et le karma m'a rattrapé. Donc, sa mise à l'écart, qu'il l'accepte. S'il peut trouver une personne qui a la nationalité ivoirienne, qu'il trouve la personne et qu'il soutienne la personne. Pourquoi les gens veulent toujours dire, si ce n'est pas moi, c'est personne? Oui, justement, je vais revenir avec vous, monsieur, n'est-ce pas, le révérend, puisqu'il a pris une longueur justement d'avance là-dessus. J'allais poser la question de savoir, l'ancien ministre, l'ancien Premier ministre a dit qu'il n'y aura pas de plan B. C'est lui, et il entend ainsi faire, n'est-ce pas, avoir recours à certaines voies légales, en l'occurrence, n'est-ce pas, ceux de la CEDEAO, afin, n'est-ce pas, de se faire entendre. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait-il une possibilité pour CEDEAO de revoir, n'est-ce pas, sa candidature à être validée? Et tous ils ont dit la même chose. Hein. Quand on a rejeté la candidature de Gbagbo, le PPA a dit que Gbagbo ou rien. Quand on a rejeté la candidature de Bleu Goudé, il a dit c'est moi ou personne d'autre. Quand on a rejeté la candidature de Sorogyo, il a dit qu'il va montrer à Ouattara. Ça veut dire que sans lui, il n'y aura personne d'autre. Dida Thiam a dit la même chose, mais je les connais tous, vous savez. À l'université, c'est Sorogyo qui m'a envoyé à l'école de l'International Socialiste de parti de Laurent Gbagbo. C'est Sorogyo qui m'a amené là, je me suis inscrit pour que nous apprenions la politique pratique ensemble. L'opposition ivoirienne aura un candidat, mais pour l'instant, c'est la politique. Il faut faire la pression pour faire reculer le président Laurent Gbagbo. Mais le syndrome d'individualisme qui menace, même ici au Cameroun, est réel en Afrique. Parce que j'ai entendu mes copanélistes parler, ils sont jeunes, ils ont le fougueux, la fougueux de la jeunesse. Ils disent sinon, je crois en la démocratie. Je crois en Afrique. Oui, je crois en la démocratie en Afrique. Parce que si c'était une marmite, ce qu'on est déjà dedans, on ne peut plus faire autrement. Je veux dire que je me souviens du livre de Sundiata Keita qui rappelait l'administration de l'Empire mandingue qui était 3 fois supérieure et plus démocratique même que l'administration française aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes déjà à la marmite de soi-disant démocratie qui nous ont servi. Donc maintenant, c'est avec ça qu'on va faire. On ne peut plus revenir en arrière. Et je crois en la démocratie. Regardez les pays anglophones, comme le Ghana, le Nigeria, le Libéria. Pourquoi ils avancent? Parce qu'ils ont accepté le jeu démocratique. J'ai fait 7 ans dans l'administration ghanéenne. John Dramani Mahama, qui est président aujourd'hui, il était britannique. Ça ne les pose pas un problème, eux. Pourquoi ça doit nous poser un problème? Nous sommes les êtres humains. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait un courrier au ministre délégué, le délégué général de la Sûreté nationale. L'enquête qui menait sur moi, je dit, mais demandez-moi pourquoi vous écrivez en Côte d'Ivoire. C'est mes enfants. Ce qu'ils vous ont dit là, ils m'ont dit que voici ce qu'ils vous ont dit de moi. Il faut me demander de vous dire la vérité. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ma femme était admise pour aller fréquenter, pour aller faire le lycée hôtelier de Dakar. Et il fallait que je défile entre Abidjan et Dakar. Un ami inspecteur de police guinéen m'a donné la carte nationale d'identité guinéenne. Guinée-Conakry. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la libre circulation est une réalité. J'étais Camerounais, je vivais en Côte d'Ivoire. Pour aller au Sénégal, il me faut un visa. Donc ce sont des choses qu'on ne l'a pas forcément parce qu'on en a envie. Dans les pays anglophones, ça ne dérange
Ça ne dérange personne, même si tu étais martien et que tu viens, tu dis tu veux être candidat, on va te laisser compétir. On ne va pas... Je ne crois pas que le double nationalité soit un problème, un réel problème. Parce que les Français qui sont nés camerounais et qui reviennent ici pour vouloir faire la politique, vous avez bien fait de lui dire que tu faisais tes affaires personnelles. Il ne faut pas venir chercher notre mairie parce que tu vas envoyer de l'argent. Nous, en Côte d'Ivoire, on les encourageait. Quand ils vont prendre l'argent, on ne les vote pas. Parce qu'ils ne connaissent rien du pays. Ils ne connaissent rien du pays. Ils ont vécu longtemps à l'étranger et ils ont vu que c'était prenable. C'est ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a vu qu'il y avait une race ivoirienne qui était très frisée de l'argent. On pouvait les acheter et les manipuler. Il a fait ça. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo a cru en la démocratie. Il est burkinabé. Il y a la preuve même, comment on appelle ça, la preuve biologique qu'il est burkinabé. Mais il dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et les raisons qui ont poussé Gbagbo à faire de lui candidat, il refuse d'utiliser les mêmes articles de la Constitution pour dire, bon, d'après la loi, vous n'êtes pas éligible, mais venez, on va aller aux élections, on va voir qui est qui. Parce qu'en réalité, certains chefs d'État qui rejettent les candidatures, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur du candidat. Qu'est-ce que les Béninois ont fait avec Nicé Forsoglo en 90? Nicé Forsoglo est arrivé de nationalité américaine. Ils l'ont mis au pouvoir. Comme il ne connaît pas le pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. À la fin de son mandat, Mathieu Kékou est revenu le battre comme si c'était un jeu d'enfant. Donc je pense qu'il faut faire comme le peuple béninois. Avec ces nationaux-là, qui vivent ailleurs et qui viennent dire qu'il faut le laisser être candidat et écouter ses arguments. Maintenant, revenons à Thiam. Thiam est un pur produit PDCIRDA. Parce que son grand-père a servi au fouet. Et c'est grâce à son grand-père que lui, son père, au fouet, a fait de lui le premier ministre de la communication ivoirienne. Lorsque la famille Thiam milite dans le PDCI, il ne veut pas prendre le devant de la scène. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il ne voulait pas s'afficher quand le papa est décédé. C'est la famille Bani qui a voulu lui amener au pouvoir. Il a renoncé à la nationalité française. Oui, tout à fait. Officiellement. En mars dernier. Il a renoncé à la nationalité française. Comment est-ce qu'on peut le juger aujourd'hui d'un fait dont il a renoncé? Si ce n'est pas la raison politique, Ouattara ne veut pas un candidat sérieux en face de lui. Parce que Ouattara ne représente absolument rien dans l'échiquier politique ivoirien. Il ne représente rien du tout. Quand tu représentes quelque chose, tu fais ce que Gbagbo a fait. Bon, vous voulez être candidat, même si la loi vous l'interdit, très bien. Je dis l'article 47 qui fait de moi le Dieu tout-puissant de la Côte d'Ivoire et je fais de vous des candidats. Tout à fait. Et justement, on rappelle également que ce pays a les mêmes facultés, parce qu'il faut dire qu'il a eu à avoir un parcours vraiment tel comme Ouattara, et vous avez dit, certainement, Ouattara, selon vos dires, serait en train de voir à lui un candidat potentiel. Mais oui, Thiam, si Thiam est candidat, même s'il est baoulé, parce que l'ennemi qui supporte Thiam là, c'est l'ennemi baoulé. On les appelle, en Côte d'Ivoire, on les appelle le gazon. Ils sont dans tous les villages. Ils sont comme en Afrique ici, en Afrique centrale ici, ils sont comme les Haoussa. Ils sont dans tous les villages. Et quand ils arrivent dans un village, ils ont leur croc. Tu vas voir, on va dire Sakro ou bien Konakro. Ce sont les campements. Et ils sont très loyaux. C'est cette loyauté-là que Ouattara a utilisée en 2010. C'est cette loyauté-là que Ouattara a brandé pour croire avoir à gagner parce que Henri Konan Bédié avait appelé à voter pour lui. Parce que tout le monde connaît la loyauté des Baoulés. Mais sauf que les Baoulés n'avaient pas voté en 2010. Les Baoulés n'ont pas voté, ils n'ont pas voté Ouattara. Mais on a brandi ça comme ça. Non, les Baoulés, quand ils disent qu'ils suivent leur chef, c'est ce qu'il a brandé pour... Donc on sait que Ouattara ne veut pas de Thiam
parce que Thiam vient du PDC. Mais il y a aussi un courant à l'intérieur du PDC. En fait, c'est que il y a le courant qui s'appelle le RADP, qui ont fait cession du PDCI radical, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus travailler avec Ouattara ou être proche de Ouattara. Parce que comme il disait, non, c'est lui qui parlait de les gens du pouvoir, quand on gouverne, là, on est content quand on gouverne. Ce sont ces gens-là, donc, eux, ils ne sont pas de l'opposition. Ils disent qu'on ne connaît pas l'opposition. Ils se sont joints à Ouattara. Et c'est eux qui forment le RADP. Naturellement, quand Thiam sort du PDCI radical, les gens qui sont du PDCI modéré, qui ont fait le RADP avec Ouattara, savent que cet enfant-là, il peut faire l'unanimité, même de l'opposition. Même de l'opposition actuelle, il peut faire l'unanimité. C'est donc pour ça qu'il faut écarter sa candidature. Il n'y a pas à chercher ailleurs, ce n'est pas question de loi. Prenons le cas de Laurent Gbagbo. On l'accuse d'avoir braqué une banque. C'est ridicule. Parce que lorsqu'on a fermé les banques ivoiriennes, Laurent Gbagbo a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui lui a donné raison. Il n'est pas allé de sa tête pour aller. Non, il y a eu des magistrats en hiérarchie qui siègent dans la dimension internationale qui ont dit tu as raison dans cette histoire. Il a ouvert les banques, donc il était actionnaire dedans et a refusé de se faire ravitailler par la BCAO de Dakar. Bon, ça faisait partie des chefs d'accusation portés contre lui à la TPI. La TPI, après avoir lu les explications de maître des avocats de Laurent Gbagbo, a compris qu'il était dans sa logique de ce qu'on appelle le droit inaliénable de défense de la souveraineté que le chef de l'État a dans sa main pour protéger son pays. Il avait raison d'ouvrir la banque. Or, la Cour pénale internationale n'est-il pas supérieure à la Cour de justice ivoirienne? Alors si la Cour pénale internationale dit qu'il est non coupable, pourquoi on maintient une condamnation faite contre un homme qui était disponible et on l'a jugé par contumace? Vous voyez comment c'est... Il faut même mélanger d'abord qu'il a été gracié par le président Alassane Ouattara. Qui est d'abord? Oui, qu'il a été gracié justement par le président. Non, justement, si la fille avait été graciée, c'est si cette condamnation-là qu'on rejette sa candidature. Ouattara a gracié sa ex-femme, son ex-épouse. Comment elle s'appelle? Simone. Ouattara a gracié Simone. Donc Simone est candidat potentiel, n'a pas de problème. Parce qu'elle n'avait pas été envoyée à la TPI, elle était jugée, condamnée et graciée. Donc elle n'a pas ce problème-là. Mais Gbagbo a un problème parce qu'il est sous une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle pour la casse de la BCAO. Donc vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas, on ne peut pas évoquer la loi pour dire que non, c'est parce qu'il a double nationalité. Au moment où les juges s'asseyent pour examiner cette nationalité, il a renoncé à ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur pour cette explication brillante. Alors, je m'intéresse à vous, monsieur Ateba Samoré. Vous avez suivi justement monsieur Dreams. L'ex-premier ministre a officiellement renoncé, n'est-ce pas, à sa nationalité française. Est-ce que ceci ne serait pas déjà un argument suffisant pour pouvoir lui permettre d'être candidat pour les prochaines élections d'octobre 2025? Ce qu'il va falloir rappeler ici, c'est que la nationalité, on l'obtient par plusieurs moyens et qui sont reconnus par l'État. Parce qu'on peut être né dans un État, avoir des parents de cet État-là et d'office, on est de cette nationalité-là. Et on peut aussi obtenir la nationalité, c'est-à-dire être né ailleurs, avoir une autre nationalité et venir dans un autre pays, estimer qu'on peut vivre à cet endroit-là et demander la nationalité, on l'obtient aussi. Ça veut dire que si quelqu'un se retrouve dans une situation de double nationalité et décide de renoncer à sa nationalité française, il reste avec sa nationalité effectivement ivoirienne. Et lorsqu'il a renoncé, je ne pense pas qu'il a essayé juste de lever, il a dit je renonce à ma nationalité. Peut-être il y a eu des procédures, il y a eu un processus qui a été accepté par cet État-là. Et je ne sais pas si peut-être la nationalité s'impose aussi pour être ministre de ce côté. Mais si on a accepté qu'il soit ministre, c'est parce qu'on a reconnu à lui un Ivoirien et qui peut véritablement vaquer à des occupations comme
tout Ivoirien. Ce que je voudrais dire à mon jeune frère aussi, c'est qu'on ne va pas dire que l'Afrique, la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. La démocratie n'est pas faite pour l'Afrique, nous sommes des humains. Si elle est faite pour les autres, elle peut aussi être faite pour les Africains. Et je pense que la démocratie, c'est juste une façon de gouverner qui veut améliorer les rapports entre les institutions et les populations. Elle peut être de différentes formes. C'est pour ça que la démocratie, même en Occident, ne se ressemble pas, mais a quand même un certain nombre de principes qu'on met dedans. Et on ne va pas toujours prendre la raison de vouloir trouver peut-être le bémol d'une démocratie pour dire que où est la démocratie est parfaite. Donc on arrête ça. Ce n'est peut-être pas parce qu'on va mettre un t-shirt de femme, on n'est plus un homme. Ce n'est pas parce qu'on va peut-être mettre les tresses sur la tête qu'on va forcément nous considérer comme une femme. C'est pas parce que la démocratie a un problème ailleurs qu'on va finalement considérer que c'est une dictature. Bon, il faut voir, rien n'est parfait, même nous-mêmes entre hommes, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des jours où on tombe, mais on doit se relever, on doit savoir se relever. La démocratie peut avoir, oui, aux États-Unis, peut avoir des problèmes, en Inde, elle peut avoir des problèmes, en France, elle peut avoir des problèmes. Mais est-ce que cela pousse à dire que la démocratie n'existe pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est parce que même quand on a les hommes qui se travestissent, qui deviennent parfois, même en nous-mêmes, ça nous fait. C'est pour ça que même on a des problèmes avec ces hommes qui veulent être des femmes-là. Parce qu'on dit, mais vous êtes un homme, pourquoi vous voulez être femme? Or qu'il a dit, et on n'imagine pas que cet homme soit une femme. Et c'est la même chose aussi qu'on doit un peu penser à la démocratie. C'est pas parce que parfois elle peut porter des choses ou bien elle peut se transformer de tel à tel endroit qu'on va considérer qu'elle n'existe pas. Elle existe et la démocratie veut juste, comme on l'a dit, le gouvernement du peuple. Et je pense que dans plusieurs pays, même avant même qu'on nous emporte la démocratie occidentale, le peuple détenait déjà le pouvoir à un certain niveau parce que même en Afrique, des rois étaient chassés quand ils ne respectaient pas les traditions, les coutumes, parce que la coutume a toujours aussi régi le comportement des individus. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il va falloir qu'on respecte un certain nombre de codifications, parce que c'est aussi ça, il n'y a pas un monsieur qui doit être suprême, qui doit décider de tout selon sa volonté. Ça n'a même jamais existé. Parce que même les rois, même au bout d'un moment, même quand ils devaient abuser, savaient qu'ils avaient affaire à des gens qui peuvent se rebeller, qui peuvent se révolter. Bon, à un moment, ils devaient jouer aussi. C'est pour cela même qu'on fait de la politique, parce que la politique, elle peut être douce, elle peut être brutale. Et il y a aussi manipulation. On doit manipuler les esprits pour que on n'éveille pas, on ne pousse pas les gens à la rébellion. C'est ce qu'on demande au président africain aujourd'hui. La politique n'est pas juste la malhonnêteté. La politique aussi fait pour des gentlemen, c'est-à-dire des gens qui peuvent mettre des codes et les respecter. Et dans ces codes-là, maintenant, élaborer des stratégies, c'est comme un match de football. Il y a un arbitre, il y a les lois, tout le monde connaît la loi. Mais maintenant, chaque coach va élaborer des tactiques selon la loi qui a été fixée, c'est-à-dire pour ne pas aller en dehors de cette loi. Et il va élaborer des tactiques pour battre son adversaire. C'est dans le cadre de la loi que chaque adversaire doit mettre des tactiques pour battre son adversaire. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, parce que ça nous pousse à des conflits. Même Ouattara connaît le problème de ce qu'on a appelé l'ivoirité en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'est pas ivoirien, il vient de Burkina Faso, et il ne peut pas être président. Il a été frappé par cela. Moi, j'aurais pensé qu'en arrivant au pouvoir, il aurait en quelque sorte nettoyé ce genre de trucs, c'est-à-dire ça ne doit plus exister parce que moi-même ça m'a frappé, ça m'a empêché d'être président. Mais quand il arrive aujourd'hui au pouvoir, réutiliser les mêmes méthodes, réutiliser les mêmes stratégies, je dis, finalement nos présidents africains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, oublient beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du Brist, c'est-à-dire que quand quelqu'un est au pouvoir, finalement se perd. Il perd toute la notion qu'il avait quand il était dans l'opposition, il perd toutes les bonnes idées qu'il avait, il perd tout ce qu'il voulait faire pour améliorer. C'est pour ça que généralement, quand ils arrivent au pouvoir pour le premier mandat, quelqu'un dit non, je fais juste 2 mandats, je pars. Au fur et à mesure que le mandat, les 2 mandats partent à leur terme, on commence à se rendre compte, mais comment je vais laisser cette affaire-ci, je vais laisser tous les honneurs qu'il y a dessus, je dois rester au pouvoir. On commence à mettre toutes sortes de stratagèmes qui sont en quelque sorte malsains même pour l'ensemble, parce que beaucoup de gens meurent dans ces situations. Si on tombe dans une nouvelle crise comme on est tombé en 2010, est-ce que ça va être acceptable qu'on se retrouve? Parce qu'on va dire que les Ivoiriens, c'est quand même un peuple assez engagé, c'est quand même un peuple assez fougueux, qui parfois peut aller dans les extrêmes pour revendiquer leur liberté. Bon, et il va falloir qu'au bout d'un moment, que Ouattara mette des politiques qui honorent ce pays et qui mettent ce pays sur des rails. Voilà le Ghana qui a connu des crises, le Ghana a arrangé le problème définitivement. Le Nigeria a connu des crises, le Nigeria
s'arranger et arranger le problème définitivement. Pourquoi en Afrique francophone on ne veut pas aller? Pourquoi ces gens qui sont accrochés à la France sont généralement en train de toujours mettre tout pour faire souffrir la population? Parce que c'est ça le problème. Il faut qu'on arrête de mettre les populations en souffrance, parce que quand ces crises commencent, ce sont généralement les pauvres qui se tuent, qui se battent, qui meurent tous les jours. Bon, il va falloir qu'on règle le problème du pouvoir pour impulser le développement économique des peuples francophones, de l'Afrique francophone. Merci, monsieur Ateba, pour ces explications. Mesdames, messieurs, vous qui venez à peine de vous joindre à nous, vous êtes sur Africa Plus News à votre édition, la rétro de l'information qui a pris son envol. Il y a quelques temps, nous parlons justement de cette radiation de l'ex-premier ministre, justement en Côte d'Ivoire, Tidjane Tian, qui a vu, n'est-ce pas, sa candidature être votée en touche. Des raisons, on en parle, on essaie d'analyser justement. Alors, je vais m'intéresser à vous, monsieur Bilima. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les co-panélistes qui ont parlé d'ici qu'il faut également essayer de revoir, n'est-ce pas, cette constitution. Parce qu'il faut rappeler que selon l'article 55, n'est-ce pas, de la constitution ivoirienne, il faut être exclusivement ivoirien. Est-ce qu'il est ici impératif pour le président justement Alassane Ouattara de revoir, n'est-ce pas, cet article? Bon, vous savez, peut-être je vais encore changer pour croire aussi à la démocratie. Il y a encore peut-être le temps. D'ici peut-être 20 ans, je vais y croire. Mais malgré les explications des aînés, vous n'êtes pas rassuré? Je suis même encore plus inquiet. Parce que j'ai l'impression qu'elle va nous apporter plus de mots. Le feu Ahmed Bakayoko disait aux jeunes, lorsque les politiciens s'entendent, vous n'êtes pas là. Mais lorsqu'ils ne s'entendent plus, cela vient de prendre pour du bétail. Les chiffres peuvent ne pas être exacts, mais je crois en Côte d'Ivoire en 2017, plus de 11 000 coups. Et il a 2010, 3 000. Non, en fait, les chiffres étaient même plus beaucoup que ça. La France a décrété que c'était 300 morts. Parce que la France ne voulait pas, puisqu'il était particulièrement impliqué. Admettons même que c'est 300 morts. Il a dit quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, ce ne sont pas les riches qui se battent entre eux. La maman qui vend les beignets là, quand elle paye son fils, qui paye pour ça? Qui paye pour ça? Donc, moi, je dis, j'ai vu beaucoup de la conséquence des démocraties, de cette démocratie qu'on brandit là. Je vois plus de conséquences, peut-être en Afrique francophone. Ailleurs, ils ont peut-être eu plus de maturité au regard peut-être des puissances qui les ont administrées. Maintenant, nous, notre souci peut-être c'est celui qui nous a administrés, qui met en place un système. Mais maintenant, moi, je veux m'intéresser à l'individualisme, Stéphane. Pourquoi toujours, si ce n'est pas moi, c'est personne? Pourtant, on sait bien ce que ça va entraîner. Parce que lorsque Tiam dit, si ce n'est pas moi, c'est personne. Babo dit là-bas, Blendé dit là-bas, on sait bien. Il faut rappeler qu'à 20% de son parti, il a remporté avec 99,50%. Il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il a l'assentiment dans son parti. Il peut donc dire, bon, ok, je veux la paix en Côte d'Ivoire. Donc, prenons quelqu'un dans notre parti qui a donc la nationalité et accompagne personne. Et qui ne souffre pas de contestation. Voilà, et qui ne souffre pas de contestation. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Il peut bien le faire. Au Sénégal, Sonko était celui qu'on voulait. Mais il a dit, étant donné que le président en place veut tout faire pour me coincer, je vais soutenir une personne. Dès que vous avez déjà l'assentiment du peuple, vous pouvez orienter le peuple où vous voulez. Vous dites au peuple, bon écoutez, la loi a fait ce qu'elle a fait, mais moi je vous dis, voici la personne qu'il faut. Là, la loi va encore dire quoi? On dit non. Rien. Il est ivoirien, il jouit de tous ses droits. Bon, la loi ne pourra plus rien dire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire tout? Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse tout pour éviter le pire. Moi, je causais avec un ami qui travaille en Côte d'Ivoire. Il me dit, gars, c'est comme si je vais revenir d'abord au Cameroun en attendant. Je lui dis, même au Cameroun, là, c'est un peu évident. Parce que pour nous aussi, ça arrive en octobre. Là, et on a les mêmes discours. Soit c'est moi, soit c'est rien. On a le même discours. Il y a même quelqu'un qui a dit, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Donc, nous, on va venir payer dans des erreurs, des batailles de ces aînés-là. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage? La guerre. C'est la guerre qu'ils laissent comme héritage. Essayons donc de voir
peut-être les formes de démocratie adaptées aux Africains. Peut-être il a parlé de codification. Essayons donc, parce que la codification, ce n'est pas nous qui avons fait la codification de la démocratie. Essayons donc d'être, il a utilisé un terme, s'adapter. Essayons donc d'adapter peut-être la codification africaine en fonction de nos spécificités, parce que les autres ont bâti leur démocratie sur leur spécificité. Essayons donc de voir aussi chez nous, le Nigeria a trouvé qu'il fallait le fédéralisme. Donc, nous, on veut avoir, si on veut aussi pouvoir décider. Peut-être c'est aussi ce qu'il nous faut au Cameroun. Peut-être c'est aussi ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Essayons de voir, je ne dis pas que c'est vrai, c'est juste une analyse que je fais. Donc, moi, je dis, cette démocratie qu'on brandit, peut-être dans 20 ans, je vais avoir le même discours que le révérend. Mais parce que j'ai vu plus de... Ça effraie en fait. Sans couler, cette démocratie me fait peur. Ça effraie en fait. Cette démocratie fait peur. Mais maintenant, pour être aussi un peu plus objectif, je trouve aussi quand même qu'il y a un souci aussi avec ce président-là, Ouattara. Il est burkinabé. Au moins, ce Thiam a quand même des origines ivoiriennes. Mais que la justice vienne nous dire que tu n'es pas ivoirien, pourtant vous avez un président qui lui n'est carrément pas ivoirien, voilà. Ça crée quand même un problème. Est-ce que cette justice-là aussi, on comprend que cette justice est aussi manipulée? Tout à fait. Peut-être qu'il faudrait que, comme moi je dis toujours, parce que nous en communication, on parle de stratégie, et on se dit, la souris, lorsqu'elle veut aller de l'autre côté, elle compte le mieux, elle dit bon, je vais creuser pour passer de l'autre côté. Donc, il faudrait que si on se dise qu'il ait cette humilité-là, on se dit, on ne va pas encore mettre le pays dans le chaos. Dit bon, trouvons quelqu'un qui a aussi l'assentiment dans la partie, parce qu'il n'est pas le seul. Il a une équipe, et c'est cette équipe qui lui donne aussi cette légitimité. Les gens qui sont autour de lui, bon, ces personnes-ci sont recommandables. Il dit bon, prenons une personne parmi nous. Ils ont décidé de disqualifier ma candidature à moi, mais ils n'ont pas disqualifié son parti. Peut-être à travers lui, on disqualifie le parti, mais ils peuvent prendre une autre personne et dire bon, c'est lui que nous allons présenter, et je suis sûr que le peuple ivoirien va accepter ça. Oui, les militants ne sont pas. Ce que moi je veux juste ajouter pour dire, je veux dire à mon jeune frère, c'est que c'est parce qu'il n'y a même pas de démocratie qu'il y a les problèmes. Il faut le dire, qu'on le dise, parce que surtout dans les États de l'Afrique francophone, on n'a jamais implémenté la démocratie. Et même la France, lors du discours de la Bolle, quand je pense que c'est Mitterrand qui décide que les pays africains doivent être des démocrates, doivent être des démocraties, n'a jamais milité véritablement pour la démocratie. C'était sur la pression américaine qui demandait qu'il fallait qu'on laisse le peuple africain en fait prendre leur destin en main et accepter aussi le jeu politique variable. Mais la France n'a jamais accepté ça, parce que la France savait qu'il fallait toujours qu'il y ait un homme de main qui puisse gérer ses affaires. Et vous voyez même en Côte d'Ivoire, Ouattara là parce qu'il est l'homme de la France. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est de laisser librement le peuple choisir son candidat. C'est de laisser le peuple choisir la forme de son État, de choisir comment ces institutions doivent être gérées. Mais on a eu une puissance étrangère qui est venue faire la guerre et imposer un président pendant que la majorité du peuple ivoirien ne voulait pas de ce monsieur là-bas. On ne va pas parler, on ne va pas dire que c'est la démocratie qui crée problème. Pourquoi la démocratie ne crée pas problème au Nigeria? Pourquoi au Nigeria? Parce que allez-y voir, au Nigeria, les gens manifestent quand ils sont mécontents, ils manifestent contre le pouvoir. C'est la démocratie. Et au Cameroun, est-ce que les gens manifestent quand ils sont mécontents contre le pouvoir? Non, on bastonne, ce n'est pas la démocratie. Lorsqu'on doit aller aux élections, des candidats savent qu'il faut constituer le dossier tant, ils déposent, ils partent, sans que ceux qui sont là pour l'administration considèrent qu'ils travaillent pour X ou Y. Non, ce n'est pas ça. Parce que lorsque vous voyez nos pays, la justice est généralement influée par celui qui est au pouvoir. Or que ce n'est pas ça en démocratie. En démocratie, on a trois, ça veut dire la justice fait son travail sans être contraint par l'exécutif. Actuellement, nous sommes dans un pays où on est en train de prendre, on a donné le nom du Parlement au chef de l'exécutif, c'est-à-dire le chef de l'exécutif est celui qui a donné son nom au pouvoir législatif. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? C'est-à-dire qu'on a parlé de verre pour le bien. Ça se comprend. Ce n'est pas la démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Vous avez un parlement, on ne peut pas dire qu'ils font une reconnaissance à un président. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent Cavani.
C'est-à-dire pour dire, il est là depuis, c'est le plus vieux, peut-être c'est sous son Manchester, on a eu un très beau truc, on met Cavaille, là on vient souvent dire, c'est le palais des pères Cavaille, parce que c'est lui quand même le chef de cet exécutif, c'est lui qui a mis l'on là. Si on veut, on donne le palais de l'unité, on donne Paul Biya là-bas, parce que c'est lui qui est là-bas, mais c'est pas lui qui l'a construit, mais on doit être dans des palais du peuple. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne veut pas implémenter la démocratie. Implémentons d'abord la démocratie et voyons si ça va créer des problèmes. Laissons que les résultats, lorsque le peuple part aux élections, le peuple vote à tout énorme en mes conscience. Quand on a les résultats qui ont été votés par le peuple, on va voir si ça va créer des problèmes. Qu'on mette des codifications, c'est-à-dire on dit voilà comment les candidats doivent procéder, et dès que chaque candidat procède ainsi, qu'on ne vienne plus nous sortir un petit truc pour dire il n'a pas fait ceci, il a fait cela, il n'a pas... Comme moi aujourd'hui, je vais vous dire, moi je suis totalement d'accord avec peut-être le MRC qui ne va pas peut-être participer aux élections actuellement. Pas d'accord avec le MRC, mais dire que le MRC n'a pas participé aux élections, voilà ce que la loi dit, ils ne sont pas éligibles. Là, je reste dans l'ordre. Moi, je suis quelqu'un qui a soutenu le MRC, quelqu'un qui a travaillé, mais je dis, si on reste dans le cadre de la loi, sans fanatisme, tout autre, la loi dit, celui qui n'a pas de parti, qui n'a pas participé au parti politique, qui n'a pas des élus, ne participe pas aux élections. Maurice Kamto peut participer en tant que candidat libre, peut aller s'accrocher à notre parti, oui, mais est-ce que le MRC doit participer aux élections? Non. C'est aussi ça, respecter la codification de la loi, tu n'as pas participé, mais il faut que la loi soit respectée par tous les partis, c'est-à-dire même le parti au pouvoir. Vous voyez avec l'affaire Robert Konan, peut-être non, Cameroun encore, où on veut te dire, il y a des gens, parce que le parti politique n'appartient pas à celui qui est son créateur. En sciences politiques, on nous dit que le parti politique doit vivre au-delà de son créateur et n'appartient pas à son créateur. Vous mettez des lois, même si tu as créé, si tu as mis le parti politique, tu as mis des lois, tu as dit, pour être peut-être président de mon parti politique, il faut passer. Si on te bat aux élections, toi, le fondateur de ce parti politique, celui qui est là est le nouveau président et c'est lui qu'on reconnaît au niveau de... Mais vous voyez, l'administration territoriale s'y mêle et crée des partis. Aujourd'hui, on a beaucoup de partis qui sont en cours. C'est-à-dire qu'on a le SDF bis, on a le UPC bis, aujourd'hui on a le PRNC bis, ainsi de suite. Tous ces désordres-là proviennent de l'administration et du pouvoir exécutif. Bon, il va falloir qu'on implémente d'abord la démocratie avant de dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Parce qu'ailleurs, c'est en train de marcher. Vous allez voir parfois des petits pays où les élections n'est plus un souci, c'est-à-dire ça ne crée plus de problème. On va s'être contesté, même parfois on ne conteste même pas, on accepte la victoire. Au Sénégal, j'ai vu cette beauté là, même malgré qu'il a voulu traquer Sonko, mais quand il a perdu, quand même celui qui est au pouvoir, Macky Sall, a reconnu que son parti a perdu, son parti politique a perdu, ou bien son candidat a perdu, et ils ont félicité le nouveau président. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est passée en toute tranquillité, et on a avancé. C'est comme ça que la démocratie devrait se faire en Afrique. Bon, je vais ajouter un mot dessus pour dire que la démocratie telle que nous voulons n'existe même nulle part. Si on prend ça comme ça. Parce que nous avons fait un débat sur une chaîne de télévision ivoirienne, je crois que c'était en 2004, où j'apportais la démonstration sur le fonctionnement des institutions européennes. Vous savez, j'ai vécu un truc en France qui m'a fait être dégoûté de la démocratie. La démocratie dans laquelle je crois là. Ça m'a fait être dégoûté. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy n'avait pas battu Ségolène Royal aux élections en France. C'était même impensable que Nicolas Sarkozy puisse battre Ségolène Royal. En France, il y a une organisation non gouvernementale qui s'appelle le Siècle. Cette organisation, c'est elle qui dirige la France en fait. Il décide que cette année, c'est elle. Parce qu'on veut faire ça cette année, c'est elle parce qu'on veut faire ça. Il fallait créer le printemps arabe. Il fallait empêcher l'existence du Fonds africain de développement. Il fallait enlever Laurent Gbagbo au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et la seule personne qui était capable de faire ça, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà comment il est devenu président. La démocratie n'est pas un problème. Ce qui nous dérange dans le monde, et aujourd'hui même encore, c'est justement l'individualisme. Parce que si on respecte la démocratie, ça veut dire on est 4 sur ce plateau. On dit bon, Michael, tu ne parles plus. On vote. 3 personnes lèvent la main. Je dois me soumettre. Le problème c'est que notre ego
est au-dessus même de notre intelligence parfois. Tu entends un professeur qui raisonne à cause de l'individualisme et de ce qu'il veut du pouvoir. Tu as la chair de poule qu'un professeur d'université pense comme ça. Et c'est ça qui est notre problème en Afrique. Aujourd'hui, pourquoi Alassane Ouattara rejette la candidature de tous les candidats sérieux? Parce qu'ils vont aller à la convention du RADP dans une semaine ou bien dans 2 semaines. Arrivé là-bas, on va l'imposer, il va dire je ne veux pas, on va dire oui, il va dire bon d'accord, j'accepte à condition que ce soit le dernier mandat, on va applaudir, il va dire que c'est le peuple qui l'a obligé à rester là. J'ai vécu les 2/3 de ma vie dans ce pays, je connais comment il fonctionne. C'est l'individualisme qui est le problème des Africains, ce n'est pas la démocratie. Parce que dans les pays où on essaie de pratiquer la démocratie, on réalise qu'ils ont d'abord tel leur individualisme. Si Sanko n'avait pas tel son individualisme et exigé que sans lui il n'y aura personne, son parti ne serait pas à la présidence aujourd'hui. Parce qu'il ne serait pas allé aux élections, Macky Sall aurait manipulé, peut-être même placé quelqu'un d'autre. Mais son parti serait resté au pouvoir. Une fois que l'individualisme est amoindri, la démocratie devient agréable à vivre. Ça devient agréable à vivre. Parce que le problème de chez nous, c'est qu'on considère la démocratie, chacun considère la démocratie comme lui, il entend. L'opposition camerounaise attend que le pouvoir lui donne la démocratie. Mais la démocratie, c'est comme la liberté, on ne donne pas, on l'arrache. C'est pour ça que j'ai qualifié l'opposition camerounaise de pathétique et lamentable opposition. Elle n'est pas organisée, elle s'attend que sur ses désaccords. Elle ne mérite même pas la confiance de la jeunesse camerounaise. C'est à cause de l'individualisme. Personne ne veut avancer. En 92, Paul Biya avait gagné, il a fait 33% de voix aux élections présidentielles. Vous n'étiez même pas né, peut-être que tu n'étais même pas né en 92. Et il a gouverné le Cameroun. Pourquoi? L'opposition avait 62% de voix. À cause de l'Inde, ils ont refusé qu'ils présentent un candidat contre le président Bédi, contre le président Biya. Au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Notre constitution, nous sommes dans un système de unique tour nominal. Ça veut dire que s'il y a 40 millions de votants et que 1 million et qu'il y a 50 candidats et que 1 million vote un candidat, ça veut dire que le reste de 39 millions se sont partagés aux 46 autres personnes. Donc celui qui a 1 million là, il va diriger le Cameroun. C'est le plus mauvais système qui puisse exister en démocratie. D'accord, je vais juste ajouter quelque chose. Je veux dire, le fait qu'on veuille penser qu'il peut avoir la candidature de l'opposition, c'est, je vais dire, une chimère. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que même si dans ce système, vous savez pourquoi on refuse l'élection à 2 tours au Cameroun, ou bien dans la majorité de ces pays, les pays-là, c'est parce qu'on sait que l'élection à 2 tours, c'est fait généralement qu'on passe le tour avec 2 partis qui vont se confronter. Tout à fait. Et dans cette situation-ci, le pouvoir sait qu'en allant dans une élection à 1 tour, il y aura plusieurs partis. Et même si l'opposition décide de s'unir, le pouvoir va créer une opposition. Sachez-le d'abord, le pouvoir va créer des opposants, c'est-à-dire ses opposants à lui, qui va mettre pour qu'il y ait toujours ces scissions-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir l'unanimité de l'opposition. Et pour résoudre ce problème ailleurs, on a mis l'élection à 2 tours, c'est-à-dire où on finit et on se retrouve les 2 premiers candidats partent aux élections. Là, ceux qui restent peuvent se partager maintenant, c'est-à-dire d'autres iront là-bas de l'autre côté. Il y a même des pays où l'État impose le préliminaire. Comme aux États-Unis par exemple. C'est l'État qui impose le préliminaire. Non, on veut 2 candidats. Au Ghana c'est pareil. Il y a le préliminaire. Bon, en Gambie, il y a le préliminaire. Donc, si un État veut vraiment la démocratie, il peut faire ça. Il peut dire, bon, écoutez, nous, partis qui gouvernons, ils sont déjà combien au pouvoir? Aujourd'hui, je crois que c'est 7 partis politiques qui sont au pouvoir en ce moment dans ce gouvernement. Ils sont 7 partis, je crois.
à 14 partis qui sont en ce moment au pouvoir. Donc il faut leur préliminaire choisir BIA, l'opposition fait leur préliminaire et puis choisir quelqu'un. Quand on veut, le gouvernement, l'État peut faire ça. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive dans un système où on impose, même comme on a ailleurs, soit la gauche et la droite, les républicains et les démocrates, on impose ces deux lignes directrices et dire celui qui va être candidat se situe quelque part, si se retrouve à la tête, mais dire qu'on va avoir dans ce désordre politique qu'on a là, ou dans ce multipartisme désordonné qu'on a et avoir la candidature unique, je vous dis, ça va être faux parce que même connaissant nos systèmes là, ils vont vous fabriquer un opposant sérieux, c'est-à-dire ils fabriquent un opposant sérieux à l'opposition. Et quand vous allez avoir cet opposant sérieux, parce que je vais vous dire la politique, c'est l'apparence sérieuse. Oui, quand je dis même sérieux à l'opposition, c'est-à-dire lui il est plus son adversaire, c'est plutôt l'opposition, ce n'est pas celui qui est au pouvoir. Lorsque ce qu'on doit dire en politique, c'est le principal problème, c'est le financement. Et quand vous voyez cet État-là qui a tous les moyens, financer quelqu'un pour qu'il soit opposant, il va être au-dessus des autres opposants. Et nous, le peuple, on va croire que c'est un opposant parce qu'il est bien financé, il parle bien, il a toute la logistique qu'il faut pour battre campagne. Or, qu'à la dernière minute, dès que vous allez commencer l'élection, il va vous dire, lui, il se résigne, il se rallie au président. Et vous voyez, il a détruit peut-être toute l'opposition qui s'est réunie. Bon, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. D'accord, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première thématique, chers téléspectateurs, qui nous impose justement de parler de cette radiation. Si nous analysons, nous allons, n'est-ce pas, au bout de plusieurs analyses, afin de pouvoir vous servir le plat dont vous êtes à la hauteur. Alors, je vais justement revenir avec vous, M. Dreams. Est-ce que justement, vous avez suivi M. Dimitri parler que pourquoi pas donner, n'est-ce pas, cette opportunité à quelqu'un qui fait partie du pouvoir, n'est-ce pas, du parti, se présenter. Mais est-ce qu'on a observé, quand on observe avec, n'est-ce pas, 99,50%, n'est-ce pas, de voix, il a été élu au sein de son parti, est-ce qu'il ne serait pas là le profil idéal, le profil recherché par, n'est-ce pas, ces différents partisans au sein de ce territoire pour le présenter justement comme étant le principal opposant? En 1990, vous le connaissez très bien. Je connais très bien. Je connais très bien la famille. En 1990, Houphouët-Boigny a voulu faire supprimer la candidature de Laurent Gbagbo en disant que si tu n'as pas été fonctionnaire, tu ne peux pas être candidat. Et Laurent Gbagbo à cette époque était un enseignant. Et en Côte d'Ivoire, les enseignants avaient, c'est seulement en 1998 qu'on a inclus les enseignants dans le corps de la fonction publique. Ils avaient un autre statut particulier de la fonction publique, les enseignants ivoiriens. Donc, qui est contractuel? Non, ils avaient un autre statut. On les appelait les paras, quelque chose comme ça. Lorsque ils ont sorti cette loi, moi, mon tuteur intellectuel en Côte d'Ivoire, professeur Memel Fauté, était encore solide. Donc, Laurent Gbagbo a dit, bon, puisque je ne peux pas être candidat, Memel Fauté va être candidat. Or, Oufoué connaît très bien ce qu'est Memel Fauté. Dans la lagune ébriée, quand il parle, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire quand il parle à Djoukourou, à l'agent ébrié, c'était quelqu'un de bien écouté. Ça, ce sont les trois ethnies qui sont les ethnies d'Abidjan que vous voyez là. C'est-à-dire d'Abidjan, de Grand Laou, qui vient jusqu'à Abidjan en allant par Bassam et jusqu'à la frontière ghanéenne. Quand lui-même Fauté parle, c'est fini. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, quand Oufou a constaté ça, il a fait reculer l'administration qui voulait que il fallait être candidat, il fallait être fonctionnaire pour être candidat. Je vous ai dit que l'opposition ivoirienne est un peu plus sérieuse que l'opposition camerounaise. Pour l'instant, on fait la politique. Pour l'instant, on fait la politique. La candidature, en ce moment, ce sont les candidatures provisoires. Quand on va avoir, ce sont les candidatures provisoires. Et il y a des recours. On va voir ce recours-là. Et vous allez voir qu'il y aura des candidats. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est un candidat potentiel. Et si on rejette toutes les candidatures, si on rejette définitivement la candidature de Tian, et qu'on rejette définitivement la candidature de Gbagbo, qu'on rejette définitivement celui de Soro et de Blé Goudé, Ouattara peut même être, on peut même la battre. Il ne faut pas qu'il s'amuse à ce jeu-là.
En 1998, Henri Konan Bédié était dans la position où Ouattara se trouve en ce moment. Il croyait avoir le pouvoir de Dieu sur les Ivoiriens. Et c'est ce que pense Ouattara. Il croit que pour avoir inondé l'armée ivoirienne des étrangers de l'Afrique de l'Ouest, il les contrôle. Mais quand un soldat porte l'uniforme là, tu ne le contrôles plus assez parce qu'il y a l'esprit d'équipe qui naît à l'intérieur du camp militaire. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet avec le rejet de la candidature de... Ça devait arriver, je m'y attendais. Mais je ne suis pas trop inquiet avec ça. Parce que quand ce sera le moment, l'opposition va susciter les candidats. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup de candidats qui peuvent relever le défi. Maintenant, est-ce qu'il faut se faire remplacer? Dans cette question-là, il faut faire très attention. Parce que dans la politique, il y a des principes qu'il faut défendre. Dans la politique, il y a les principes qu'il faut défendre. On nous a enseigné ça au niveau de 5e étape de conquête du pouvoir. Il y a certaines décisions de justice qu'il ne faut même pas accepter la grâce présidentielle. C'est-à-dire que quand tu arrives à un niveau au chemin du pouvoir et qu'on te dit que tu ne vas pas passer par ici, il ne faut pas dire que, bon, comme moi je suis plus gros, est-ce que lui peut passer? Quand tu fais ça, le parti perd toute sa valeur de la lutte politique. Donc ce n'est pas facile de dire qu'il faut remplacer quelqu'un. Le problème de remplacer quelqu'un, c'est est-ce que le parti a cette conception de défendre la logique politique? Parce que si tu n'as pas une éducation de défendre la logique politique et que tu t'obstines pour être candidat, alors que quand toi-même tu regardes tous les paramètres, tu n'es pas à l'étape 5 de conquête du pouvoir. Donc la bataille que tu fais là peut nuire à ton parti. Il faut céder à quelqu'un. Mais si céder à quelqu'un, moi je vais vous donner un exemple. La personne qui est au secrétariat permanent du PDCI en ce moment, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Ouattara. Mais il a préféré rester avec le PDCI radical que de joindre le PDCI qui a formé le RHDP. Si maintenant qui a dit bon je vais chercher quelqu'un qui va me remplacer et qu'on lui dit de donner celui-là, est-ce qu'il va accepter de le donner alors qu'il a travaillé avec Ouattara? Il ne va pas accepter. Donc l'individualisme a sa place dans un combat politique, mais il faut savoir à quel niveau de conquête du pouvoir tu es pour faire valoir l'individualisme. Voilà ce que je voulais dire à propos de remplacement de candidature. Sinon, dans tous les partis politiques, il y a des candidats qui peuvent remplacer valablement le... Qu'est-ce que je reproche à l'UDC? Si aujourd'hui l'UDC est devenu un parti départemental, c'est à cause de Tomaïno, qui a refusé que le bassin, là, M. Mbok, devienne le président de l'UDC à la mort du président. Voilà. Donc il faut savoir que le remplacement, c'est des questions, ce sont les mêmes questions de principe. Oui, par contre, ça fait qu'il était avec la France, pourquoi il n'a pas démissionné? Non! Il y a certains combats qu'il faut aller jusqu'à la mort s'il le faut. Parce que si tu tressaillis, si tu faillis, c'est tout le parti qui perd toute sa valeur. Moi, je vais vous dire pour chuter. Lorsque nous sommes en 1980, dans le mois d'avril, qu'on a arrêté Laurent Gbagbo là, il nous a dit rentrez chez vous. Rentrez dans vos maisons. Moi, je vais être un trophée. Il savait qu'on allait l'arrêter. Mais démissionner voudra dire que son combat était objectivement individuel. On l'a arrêté. Donc, il faut aller jusqu'au bout d'un combat. Mais il faut savoir de quel combat alors tu mènes. Parce que le problème avec la plupart des politiciens, c'est qu'ils ne savent même pas où ils sont. Hier, sur un plateau de télévision, j'ai demandé à un ami, est-ce qu'au Cameroun, ici, un parti politique a franchi les 3 premières étapes de conquête du pouvoir? Moi, je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas. Parce que le LDPC, on lui a fait cadeau du pouvoir. Il ne peut pas dire qu'il a conquéri le pouvoir d'État. LDP qui a fait la première partie de conquête du pouvoir, c'est-à-dire militer et penser politique, est en train de se prostituer avec l'action politique qu'il mène aujourd'hui.
Il n'y a pas un seul parti politique au Cameroun qui atteint même les trois étapes de conquête du pouvoir. Donc maintenant, leur individualisme se fonde sur quoi en ce moment? Donc voilà les questions qu'il faut se poser. L'individualisme de Tian, je peux comprendre ça. Je peux comprendre l'individualisme de Tian parce que le PDCI, en ce moment, en Côte d'Ivoire, est une force d'opposition avec laquelle il faut compter. Mais les gens sont découragés. Tu as vu la manifestation de jeudi, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux du tout. Ça veut dire que ça veut dire que si on tient compte de l'actuelle mobilisation du PDCI, il a tort d'insister sur l'individualisme. Il aura tort d'insister sur l'individualisme parce qu'il n'en a plus assez des militants qui vont rester avec lui pour maintenir son individuel. Voilà comment il faut raisonner dans l'échiquier de remplacer quelqu'un lorsque la première personne fait défaut. Alors merci. Alors nous allons bientôt sortir de cette thématique-ci. Qu'est-ce qu'il faut en dire pour sortir? Ce que moi je veux dire, peut-être qu'on prend l'exemple du Sénégal pour dire que le pouvoir, l'autre a presque donné une passe décisive à Diomaye Faye. Je veux dire que ce qui s'est passé, c'est que Diomaye Faye et comment on l'appelle là, Ousmane Sonko, c'était un tandem, qu'on le dise. D'abord, ils ont démissionné ensemble de leur poste aux impôts et ils ont décidé de mener un combat. C'est pour cela que à un moment, quand l'autre a été emprisonné, il a dit tu connais déjà notre programme, tu peux bien l'implémenter. Et c'est pour cela qu'il a lancé dans la bataille. Parce qu'en politique, c'est pas facile d'avoir des gens à qui on fait confiance. Lorsque vous voyez peut-être le rapport entre Poutine et Dimitri Medvedev, ce sont des gens qui se font confiance en politique, alors que c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que généralement, en politique, il y a les vous presque partout. Prenons seulement le cas de notre président Amadou Ahidjo. Lui qui croyait que c'était son bon petit, son poulain à qui il a passé le pouvoir pour aller se reposer, parce qu'il voulait effectivement se reposer, il ne voulait pas véritablement partir du pouvoir, ou bien il voulait continuer à gérer le pouvoir sans être au pouvoir, c'est-à-dire mettre quelqu'un, mais avoir toujours les mains. C'est pour ça qu'il n'a pas donné à quelqu'un qui considérait assez charismatique ou quelqu'un qui pouvait partir, prendre le pouvoir et s'accaparer. Il a refusé les gens comme les Samuel Ebois qui avaient les longs yeux et il a donné à Paul Biya, qui était en fait quelqu'un à qui il avait confiance et qui se disait qu'il pouvait manipuler à sa guise, mais il a compris que le pouvoir peut changer les gens. Bon, c'est pour ça que c'est pas facile à quelqu'un de transmettre le pouvoir à l'autre, et sachant que demain même les amis d'aujourd'hui en politique peuvent être des pires ennemis, on le sait, et ça s'est vu dans beaucoup d'exemples. Bon, ce tandem a fait que on est Ousmane Sonko qui peut faire confiance, et vous voyez aujourd'hui même quand lorsque vous voyez le rapport, vous comprenez que c'est Ousmane Sonko qui gère la barque par rapport à Diomaye Faye. Diomaye Faye suit juste le programme et lui sait que son patron c'est Ousmane Sonko. Ce qu'on va juste dire à ce sujet, c'est que oui, au-delà de la politique, il faut que le peuple s'implique. Parce que même dans les nations européennes, le peuple a beaucoup participé pour le changement. Et lorsque vous allez lire un livre comme Violence politique de Philippe Brault, vous allez comprendre que parfois les actes de force peuvent mener les gens à changer, c'est-à-dire que là, ce monsieur fait un peu l'apologie de la violence pour améliorer les choses, pour dire, lorsque vous voyez, parfois il faut forcer la main aux gens, il va falloir qu'en Afrique centrale, en Afrique francophone, qu'on commence à forcer la main. Et il prend l'exemple des pays qui ont connu la crise, il dit, vous voyez aujourd'hui au Nigeria, ça a forcé, mais au Ghana, ça a forcé la main pour qu'on parte dans des états où on respecte les gens, parce que moi je me suis dit en Côte d'Ivoire, ayant connu cette crise, la Côte d'Ivoire allait changer les choses, allait améliorer les choses pour qu'on ne connaisse plus cette crise, mais j'ai l'impression qu'on est toujours en train de répéter les mêmes choses qui nous ont poussé dans le chaos les années passées. D'accord, merci beaucoup monsieur Attila. Alors avec vous, monsieur Lima, qu'est-ce qu'il faut retenir pour sortir de cette thématique? Ce que je retiens de ce que les aînés ont dit, c'est qu'il faut une éducation politique. Et il faut s'engager en politique avec une vision. Et il faut suivre la vision du leader. Ça veut dire que le leader doit pouvoir. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de partis dès que le leader meurt. Tout est fini. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour continuer la bataille. Donc effectivement, il faut une éducation politique profonde. Il ne faudrait pas que les gens partent en
politique juste parce que, bon, c'est chaud le chômage et tout. Il faut que... C'est devenu des business, c'est des boutiques. Business. Il faut que je sois un conseiller municipal là quelque part, j'aurai mes petites miettes là, il faut que je sois député. Non, mais il faut aller en politique avec un idéal. Il se dit, qu'est-ce que je pars faire en politique? Et maintenant, il faut aussi que les leaders éduquent ceux qui entrent. Je ne sais pas si dans les partis politiques... Éduquent et élèvent même. Justement, ils élèvent. Parce que quand même, c'est déplorable de se rendre compte que dans un parti, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? C'est cette catastrophe que je vois dans le RDPC. C'est-à-dire, je cause avec des maisons qui sont dans le RDPC. Je lui dis, mais votre type là, il est déjà vieux. Il peut arriver qu'à tout moment, avec l'âge, de manière naturelle, qu'il parte. Il dit, non, laisse-moi. C'est-à-dire, tu entends, il te dit, non, laisse-moi. Vous voyez des jeunes que vous connaissez très bien qui sont intelligents. Des gars que quand ils arrivent, c'est-à-dire au RDPC, quand vous le retrouvez, ils parlent. Mais je vous dis, mais ce gars, il est brillant. Pourquoi il te dit, non, notre parti dit que le président est celui, le candidat naturel. Il n'y a pas de dauphin en fait. Il n'y a pas de dauphin. Et c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un problème réel même qu'il faut résoudre. Donc il faut savoir, il a dit oui, les amis d'aujourd'hui en politique peuvent être des ennemis demain, même dans la vie réelle. Donc frère d'aujourd'hui, demain ça peut être autre chose. D'accord? Donc je conclue en disant qu'il faut une éducation politique. Merci beaucoup, monsieur Bilaman, pour, n'est-ce pas, cette prise de parole également. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première partie, justement, de votre programme, la retour de l'information. On a retenu, justement, plusieurs idées, justement, évoquées par ces éminents, justement, dignes fils d'Afrique, qui nous honorent une fois de plus de leur présence. Nous allons, n'est-ce pas, aller du côté de la régie, le temps pour nous de souffler un peu et d'aller, n'est-ce pas, droit à cette seconde thématique qui nous impose de déposer nos valises en Afrique centrale, en l'occurrence au Cameroun. Allons d'abord du côté de la régie pour prendre cette courte transition. Sur ce plateau, une fois de plus, bonsoir chers téléspectateurs, vous faites toujours très bien de nous suivre justement dans le cadre de nos différentes émissions. Nous sommes rendus à la deuxième partie de notre programme, la rétro de l'information, qui nous impose bien évidemment de déposer nos valises en Afrique centrale, en l'occurrence au Cameroun, pour parler justement du collectif des organisations des enseignants du Cameroun qui a planifié justement une grève baptisée École morte, qui vise une amélioration des conditions de travail des enseignants et même la reformation en profondeur du système éducatif. Voilà la thématique, mesdames et messieurs, qui nous interpelle ce soir. Justement, je vais passer la parole d'entrée de jeu à M. Ateba Samoré. Justement, vous avez regardé cette actualité également où le collectif, n'est-ce pas, des organisations des enseignants entend ainsi mener une grève, parce qu'il faut dire que c'était derrière initialement prévu le 22 avril. Et on a observé très peu de mobilisation. Mais déjà, quand vous regardez cette actualité, comment vous regardez, comment vous appréciez justement cette mobilisation? On va dire que le problème des enseignants, c'est un problème qui date déjà. On avait les ODS et plusieurs mots d'ordre qu'on a donnés pour essayer de pousser l'État à agir et à leurs multiples doléances, parce qu'on va dire que le corps enseignant, c'est l'un des métiers les plus lésés au Cameroun. Et je vais dire que la malchance de ce corps, c'est d'avoir pour
premiers usagers, les enfants qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas facilement donner ce qu'on appelle au Cameroun généralement le choco. Et ce qui fait que les enseignants vivent presque exclusivement de leur salaire. Ils ne vivent pas comme tous les autres qui sont dans d'autres bureaux, dans d'autres domaines où même si le salaire n'est pas gros, ils peuvent quand même racketter les usagers, ils peuvent racketter les populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enseignants se sentent mal parce que vous allez voir, c'est l'un des corps des métiers qui désertent le plus aujourd'hui. Ils sont nombreux au Canada actuellement. Les enseignants se sont déportés là-bas, ils sont les plus misérables, ils doivent être en contact avec, je veux dire, les Camerounais, parce que ces enfants sont des Camerounais tous les jours, et ils sont même plus en contact avec les Camerounais que partout ailleurs, parce que tous les jours, ils ont au moins, quand on voit les salles de classe dans les lycées, c'est une centaine d'élèves par salle de classe qu'ils doivent rencontrer, mais ils ont des difficultés à s'habiller, c'est-à-dire à être présentables devant les élèves, ils ont des difficultés à se nourrir, et parfois c'est aussi un métier où vous devez vous retrouver dans les zones les plus enclavées du pays, et ça devient difficile. Ils ne reçoivent pas les salaires directement à la sortie, c'est-à-dire vous finissez de faire votre formation, on vous affecte 2 ou 3 ans, peut-être comme chez moi à l'Est, à Mojundu, ou je ne sais pas où vous devez vivre, chercher comment vivre, et parfois vous vous retrouvez avec des enseignants qui doivent faire des jobs dans les villages pour vivre. Je dis c'est pas normal, il va falloir qu'on redonne la dignité à ce métier, et c'était même, on doit le dire, c'est l'un des métiers à l'époque du président Ahidjo qui était le plus respecté, où les gens vivaient normalement, ils vivaient bien, où il y avait le plus gros salaire, mais on a fini de couper le salaire parce que la politique initiée par Ahidjo n'est pas la même aujourd'hui initiée par le président Paul Biya. La politique du président Ahidjo, c'était de propulser le développement, d'éduquer les masses, et il a plus mis l'accent sur la politique sociale, c'est-à-dire la santé et l'éducation, ce qui est l'inverse du président Paul Biya aujourd'hui, lui qui met plus l'accent sur la sécurité. C'est pas la sécurité des Camerounais, mais ça c'est sa sécurité à lui-même. C'est pour cela que vous allez voir les sous-préfets sont mis dans des endroits où ils ont des avantages mirobolants. Vous allez voir les hommes en tenue. Parfois quand il y avait un médecin qui me racontait dernièrement qu'il allait toucher son salaire avec un petit élève gendarme, il avait pitié de lui parce que où l'élève gendarme touchait plusieurs centaines de mille, lui il était obligé d'avoir une petite somme d'argent. Or que lui la bac plus 7, cet élève gendarme, à peine le BPC, il touche beaucoup d'argent. Et vous voyez, c'est dans ce système qu'on a misérabilisé les enseignants qui ne s'en sortent pas. Effectivement, ils doivent revendiquer parce que vous ne pouvez, c'est vrai, on va dire, les gens vont vous parler du sacerdoce, mais le sacerdoce aussi, on doit manger. On ne doit pas faire le sacerdoce le ventre vide jusqu'à se suicider. Ce n'est pas, le sacerdoce ne veut pas dire qu'on est martyr, non, on n'est pas martyr. On doit quand même vivre, mais comprendre que c'est peut-être un métier où il va falloir faire par passion, par amour. Éduquer les enfants, c'est quelque chose qui doit se faire par amour, par passion, parce que transmettre le savoir à une autre personne, il faut être tellement patient. Il faut avoir beaucoup de volonté. Et pour encourager cette volonté, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement de l'État, qu'on respecte un certain nombre de choses, les avancements, parce qu'on va vous dire, il y a un problème d'avancement, les enseignants parfois stagnent pendant des années au même endroit, ils n'avancent pas, ils ne savent pas comment. Bon, c'est-à-dire, eux-mêmes ne comprennent plus comment ça fonctionne. Il y a des textes pourtant, mais ça ne fonctionne pas normalement. Et on va vous dire, on va régler votre problème, commencer l'année scolaire s'achève, ainsi ça ne change pas. Moi, je dis, il va falloir qu'ils soient tous, qu'ils règlent le problème une fois pour tout. Et il va même falloir que les parents y participent à un moment donné. On ne laisse pas les enseignants seuls parce que ce sont nos enfants qui en pâtissent, notre argent qu'on paye qui en pâtit. Et il va venir, c'est l'éducation des enfants qui en pâtit. Parce que si ces gens-là n'ont pas, ceux qui gouvernent, n'ont pas la conscience que c'est grâce à l'éducation qu'on va bâtir le Cameroun de demain, il va falloir qu'on impose à ces gens d'agir, que les parents s'associent aux enseignants pour que leur voix porte et qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce que vous allez voir, généralement on dépense l'argent dans des futilités. On a construit des stades qui aujourd'hui ne sont pas finis, où les argents ont été détournés. La Chambre des comptes a indexé un certain nombre de ministres avec les affaires de Covid. Il y a beaucoup d'argent qui partent en l'air et c'est ce qui énerve les enseignants. Parfois, chaque année, on renouvelle les Prado
des sous-préfets, des préfets et de tout le reste. Pourtant, les enseignants souffrent. Plusieurs milliards sont dilapidés ainsi. Moi, j'avais donné même une solution une fois pour dire, surtout même pour l'argent qu'on devait aux enseignants, que c'était facile de résoudre ce problème. C'était facile de résoudre ce problème. Éliminer juste les bons de carburant pour un certain nombre de temps, parce que ces fonctionnaires, on sait qu'il y a des gros salaires, ces gens à qui on donne des bons de carburant. Éliminer les bons de carburant, vous allez voir qu'on va trouver des grosses pousses d'argent pour pouvoir donner aux enseignants et résoudre d'abord la dette des enseignants et aussi permettre en sorte qu'on ajoute des salaires. Pourquoi des gens qui s'en sortent déjà bien ont autant d'avantages? Parce que vous allez voir, les sous-préfets, les hommes en tenue ont des avantages que parfois vous vous demandez, mais on vit dans le même pays, ils sont les premiers à aller au guichet pour toucher l'argent. Pour quelles raisons sont-ils les premiers? Parce que le pouvoir est bâti sur la répression. C'est pour cela qu'il faut entretenir les administrateurs et les hommes en tenue. Merci justement, monsieur Samori. Alors avec vous, monsieur Drems, vous avez suivi cette actualité, plus d'une dizaine justement de syndicats qui entendent ainsi mettre sur pied une grève, justement baptisée École morte. Alors nous savons justement que cette grève-là intervient à quelques semaines seulement justement des examens blancs de l'enseignement général. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, moi je prétends être un intellectuel. À cet égard, je soutiens tous ceux qui transmettent le savoir. Je suis aux côtés des enseignants. Toutefois, en tant qu'enseignant, je ne suis pas d'accord avec cette grève-ci. Parce que cette grève-ci, ils le font à une période où les enfants sont stressés à cause des examens blancs. Et ça peut jouer négativement contre eux. Les enseignants camerounais ont toujours été comme ça. Ce ne sont pas des lutteurs, ce sont des gens qui posent des revendications, ils craignent en même temps de s'afficher face à des revendications qu'on pose et qui ne mènent pas un combat général. Moi, j'ai traversé beaucoup de pays et je connais des pays où la méthode de grève des enseignants pousse les parents d'élèves à leur accorder leur soutien. Vous ne pouvez pas gréver à la fin de l'année, dans la période des examens. Parce que moi, quand j'étais à l'université, on avait notre professeur de l'histoire économique, qui était béninois. Et en période d'examen, pour les étudiants de 3e année, donc de l'année de licence, on l'a appelé au Bénin pour être ministre. Il nous a abandonnés pour aller être ministre au Bénin. L'université a dû faire appel à un professeur sénégalais pour venir finir l'année avec nous. J'étais traumatisé parce que moi j'étais boursier. Et si notre année était appelée à reprendre parce qu'on n'a pas composé notre science économique, comment on allait faire? Moi je suis boursier, je vais trouver l'année où pour compléter cette année de bourse. J'étais traumatisé. Donc je n'aime pas quand les professeurs, quand les enseignants grèvent dans certaines périodes. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ensuite, même étant à l'extérieur du Cameroun, j'ai observé 3 grèves des enseignants au Cameroun. Ce n'est pas ordonné. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'on a suivi très peu de mouvements. Oui, justement. Mais pourquoi c'est très peu de mouvements? Savez-vous qu'il y a des enseignants de l'enseignement privé ici au Cameroun qui ont des familles et qui ont moins de 60 000 francs de salaire mensuel? C'est vrai. À cause de la politique que font les fondateurs. C'est-à-dire les fondateurs font en sorte que dans le mois de mai, il y ait plus de congés que ce que l'État en donne. C'est vrai. Parce qu'on les paye par heure. C'est vrai. Ils s'arrangent pour qu'en 2e trimestre, les enfants fréquentent janvier, février. Déjà le mois de mars, ils disent qu'il y a des examens. Et les examens, ce sont les permanents qui s'en occupent. C'est vrai. Donc ils restent à la maison. Et ça là, pour gréver, les fondateurs eux-mêmes s'en vantent pour dire que nos enseignants ne peuvent pas gréver parce qu'ils sont bien payés. Mais c'est parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. C'est la même chose dans l'enseignement public. Mon compatriote venait de dire que leur salaire est insuffisant. Mais dans ce cas, à la rentrée scolaire,
Au moment où on dit c'est la rentrée scolaire, nous qui sommes parents d'élèves, dites-nous de quoi vous avez besoin, vous, en tant qu'enseignants. Et on va vous soutenir. Vous laissez la rentrée en Côte d'Ivoire. En 2006, Gbagbo était en pleine guerre. Les enseignants ont dit, Monsieur le Président, nous savons que vous gérez la guerre et que c'est difficile. Mais notre situation là, il faut voir ça. Donc Gbagbo a dit bien, qu'est-ce qui se passe? C'était même pas en 2000, c'était en 2002. La guerre venait de commencer, parce que la guerre a commencé le 19 septembre 2002. Et c'était justement à la rentrée scolaire. Donc il y avait les élèves que quand Ouattara était premier, les enseignants que quand Ouattara était premier ministre, il a dit bon, on vous recrute, mais vous aurez la moitié de salaire de ceux qui sont là, avant qu'après on voit. Et puis on n'a plus jamais vu. Gbagbo on les appelait les raccrochés. Gbagbo les a décrochés. Il a augmenté 25% des salaires des enseignants. Mais il faut que ça soit à la rentrée. Parce qu'en fin d'année, ça peut perturber les élèves. Ça pourrait être pour eux une forme de pression, monsieur Thémisson. Oui, mais justement, ça ne va aboutir à rien. Parce qu'on connaît les enseignants camerounais. Cette grève-là, ça ne va aboutir à rien du tout. Surtout dans leur désorganisation. Dans leur désorganisation, on les connaît. Ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas un syndicat solide. D'abord, est-ce qu'il y a un syndicat solide au Cameroun? À l'image du Cameroun, il n'y a pas de syndicat. Voilà que moi je connais des enseignants du secteur public qui sont allés à l'école, malgré qu'on a appelé à la grève. Je lui ai dit que on appelle à la grève, il dit non, le syndicat aussi exagère. Comment vous voulez qu'on les prenne au sérieux? Donc en ce comme ça, ne venez pas perturber nos petits-enfants, nos enfants avec votre grève. À la rentrée, dans tous les pays que je connais où les enseignants sont pris au sérieux, c'est à la rentrée scolaire. Mais à la rentrée scolaire, vous savez ce qu'ils font? Ils sont préoccupés pour partager la recette de frais de scolarité. Dans les écoles publiques, on dit de payer 3500. Donc ils suivaient le proviseur. Parce qu'il y a des parents que leurs enfants ne sont pas admis, ils vont venir acheter leur place. Mais il faut qu'on suive le proviseur pour que cet argent-là, ils ont pour eux dedans. Alors que c'est le moment où il faut dire l'école, on n'ouvre même pas. Parce que nous avons tel problème. Donc voilà ce que j'ai dit. Je ne suis pas d'accord avec cette grève-là. Moi, je soutiens les enseignants parce que sans les enseignants, nous ne sommes rien. Moi, je suis en train de parler à une langue étrangère ici grâce aux enseignants. Donc je les soutiens. Mais il faut s'organiser. Sans l'organisation, vous ne pouvez rien faire. Les enseignants du Cameroun sont les plus minables enseignants de l'Afrique. Si on tient compte comment on appelle ça? Si on tient compte de l'inflation, c'est-à-dire de la cherté de la vie au Cameroun ici, les enseignants du Cameroun sont les plus moins payés en Afrique. Leur salaire est peut-être élevé au Bénin, mais au Bénin, on peut trouver une bonne chambre à 15 000 francs. Une très bonne chambre à 15 000 francs. Tu peux trouver une très bonne chambre à 15 000 francs. Et tu vas dans un quartier de la boue. Donc il faut que les enseignants camerounais se prennent eux-mêmes au sérieux et qu'ils s'organisent. Ils vont voir que les parents vont les soutenir. En Côte d'Ivoire, quand les parents de l'élève veulent gréver, ils écrivent une lettre à la FESI. Quand les enseignants veulent gréver, ils écrivent une lettre à la FESI. Entendez par là la Fédération des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc la FESI parle encore, vous dites, vous grévez comment? Il dit voilà. Quand la FESI donne son accord, ils grèvent. Mais au Cameroun, ici, ils grèvent, les étudiants ne sont pas informés. Nous-mêmes qui sommes parents d'élèves, on n'est pas saisis de la grève. Qui va les soutenir pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs? Donc ils perdent le temps. Qui vient faire, nos enfants vont composer, on va quitter dans ça. D'accord, merci M. Thémisson. Avec vous, Dimitri, vous avez suivi justement M. Thémisson avec M. Ateba au sujet, n'est-ce pas, de cette guerre qui intervient justement à quelques semaines seulement, il faut le dire, des armées blancs de l'enseignement général. Votre analyse? Ok, déjà il faut chercher à savoir qui est enseignant, qui n'est pas. Se considère enseignant ou pas. Parce que j'ai été enseignant assistant à l'université privée. Comme mes co-panélistes le disaient, les enseignants, le corps des enseignants, ils sont ceux les plus. Il y a plus de traîtres dans l'enseignement. On rentre
d'abord pour les autres. C'est-à-dire, parfois ils grèvent même ensemble. Mais dès que le problème d'une personne est résolu, il n'y a pas de solution. Maintenant, ce dont on n'a pas encore résolu le problème, vous pouvez continuer la grève. Donc lui, il a déjà eu sa part. Je en entrant encore, on enlève ce qu'on enlève, et on va donner là. Vous voyez? Et lorsqu'on pense comme ça, on va aller où? Est-ce que les enseignants du privé sont aussi enseignants? Parce qu'il faut voir leur cas. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, mais dans le privé, c'est pire. Je vous dis, dans le privé, c'est grave, c'est la catastrophe. Mais si ces gars se lèvent aussi pour parler, vous serez surpris que les enfants, on paye des grosses sommes, des pensions énormes. Il y a d'abord l'inscription qui est peut-être 50 000, ensuite on vous dit qu'il y a 400 000, ensuite ça dit vous le trouvez payer 600 000. Mais quand on vous dit combien on paye les enseignants, vous êtes surpris. Mais ils ne parlent pas. Ils restent calmes. Et vous allez même voir une chose qui est encore incroyable. Dans le public, par exemple, vous pensez que le surveillant va gréver avec les enseignants, il ne se considère plus comme enseignant. Vous pensez que le proviseur va gréver avec les enseignants, il ne se considère plus comme enseignant. Il sera même le premier à brimer ces enseignants. Et je me demande, est-ce qu'ils ont un ministre? Si, bien sûr, il y a c'est pas que j'ignore qu'ils ont des ministres, mais à un moment je me dis, mais est-ce qu'on sait ce que ministre signifie? Ministre veut dire serviteur. Ministre veut dire serviteur. Mais les gens ne peuvent pas autant créer. Bon, peut-être je n'ai pas l'information. Quelle est la position que leur ministre, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le secondaire, quelle est leur position? Ou alors solidarité gouvernementale. Le ministre leur a dit de reprendre les cours, que leur revendication sera prise en considération. Non, j'acquiesce, c'est que le grand dit. Il y a des périodes, je peux imaginer peut-être que c'est une instrumentalisation parce qu'on est en période électorale, les élections approchent, ils se disent bon, c'est le meilleur moment de poser nos problèmes, nos revendications seront écoutées. Mais qui vont en pâtir? Est-ce que même à la rentrée, on ne savait pas que la période électorale arrivait? La rentrée est même la période la plus propice. La plus propice. La plus propice, puisqu'on sait que là, si on ne fréquente pas, il n'y aura pas des examens. On dit pas tant qu'on n'a pas vu notre Mais vous ne pouvez donc pas prendre. Moi j'ai des enfants qui doivent aller composer bientôt, qui sont même en plein examen blanc. Mais quand l'enfant rentre, il te dit on n'a pas cours aujourd'hui toute la journée. Pourquoi? Alors, les enseignants disent qu'ils grèvent. Le deuxième jour, il vous dit non, notre enseignant de mathématiques est quand même venu, mais celui d'histoire n'est pas venu. Après, il vous dit non, notre enseignant quand même de français est venu, l'autre n'est pas. Ça dit le désordre. On va vous prendre au sérieux comment? Quand vous venez gréver en pleine période des examens, vous voulez que les parents vous soutiennent comment? Le parent qui voit l'année, pratiquement l'année de son enfant qui sera gâchée comme ça, vous voulez qu'il vous soutienne comment? Vous voulez qu'il vous soutienne comment? Il ne peut pas. Même s'il est compréhensif, comment il ne peut pas. Et votre élève, vous n'associez pas les parents. Nous, ils ont même des groupes déjà. On n'a jamais vu dans un groupe dit non, on va faire une réunion avec vous, venez, on va vous expliquer tel problème. Voilà. Jamais. On connaît un boy, dit non, allez dire à papa qu'il faut ceci, hein. Allez dire qu'il faut ceci, allez dire qu'il faut cela. Il faut que quand même les syndicats se prennent au sérieux. Moi, je suis un pays qui ne respecte pas l'enseignement, ne sait plus où il va. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, en tant qu'intellectuel, il faut faire une différence. Il faut montrer qu'on est intellectuel et on doit savoir comment réagir. On ne doit pas réagir comme, excusez-moi l'expression, des voyous. C'est-à-dire, on fait les choses à la va-tout et on se dit, bon, on est en période électorale, nous aussi on va commencer à faire X, on va commencer à faire Y. Et il faudrait, comme je l'ai dit, qui se considère enseignant. Le surveillant général se considère-t-il encore comme un enseignant? Le proviseur se considère-t-il encore comme enseignant? Le délégué départemental se considère-t-il encore comme enseignant? Ou il se considère comme une force administrative? Oui, c'est une force administrative. Ouais. Donc il faut prendre tous ces aspects et dire aussi aux enseignants, nous sommes d'accord, parce qu'il y a un de mes enseignants de mathématiques à l'époque, mais le gars, il m'a sorti une note là où, 3 mois plus tard, sa prime c'est 1500 francs. Et il dit, on me demande de venir avec ma carte d'identité pour venir décharger 1500. Et si tu ne décharges pas, on va dire que tu es un rebelle. Et ça te crée tous les problèmes du monde parce que tu as refusé d'aller décharger 1500 francs. En 3 mois, vous dites que vous te plaignez. Je ne sais pas si c'est vrai,
Mais ça c'est choquant. Ça veut dire qu'en 3 mois, on dit que votre prime c'est 2500 ou 1500. Ça vaut même pas 3 billets. C'est choquant. C'est choquant. Actuellement, c'est 2 billets. Voilà, on vous dit donc, en théorie, soyez structurés, soyez et ça dépend des milieux. Organisez-vous bien et le mouvement va suivre. Oui. Alors, chers téléspectateurs, il est question ici de bien s'organiser dans ce secteur éducatif. Mais là, je vais m'intéresser à vous, monsieur Demusson. Vous avez suivi justement le week-end, vous avez eu à prendre parole. Est-ce que ce désaccord déjà là, parce qu'on a observé depuis le 22 avril, n'est-ce pas, ces syndicats devraient bien sûr se réunir, ces enseignants devraient également respecter cette grève-là. Mais on a observé quand même certaines qui ont choisi, n'est-ce pas, de manquer, n'est-ce pas, au rendez-vous. Certains étaient présents. Qu'est-ce qui peut être, n'est-ce pas, à l'origine de ce désaccord? Est-ce que nous avons tous les mêmes problèmes? Évidemment, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Tu vois, les 5 doigts, ils n'ont pas tous la même taille. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Moi, ce que je dis, c'est ce que je viens de dire, mais je vais le dire autrement. Messieurs les enseignants, quand vous voulez gréver, il faut nous associer. Il faut d'abord nous dire la raison de votre grève en tant que parent d'élèves. Et il y a 3 associations des élèves au Cameroun. Il faut les saisir. Parce que quand vous faites cavalier seul, nous là, on vous prend pour des irresponsables. Parce que vous ne pouvez pas venir gréver en période d'examen. Si vous voulez gréver, grévez à la rentrée scolaire. Le désordre qu'il y a entre vous, c'est parce que nous ne sommes pas avec vous. C'est parce que nous, on vous laisse faire. Malgré tout le respect qu'on a pour vous. Il faut savoir t'envoyer. Il y a un adage ivoirien qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous vous souvenez du prophète Nathan qui est allé dire à David que, écoute, tu as couché avec la femme de Potiphar, il y avait un monsieur qui avait une vache, l'autre avait 70. Celui qui avait 70 a pris la vache de celui qui avait une seule vache. Le roi David dit, c'est qui ça? Amenez-le, on va lui couper la tête. Nathan lui dit, c'est toi. Parce que tu as beaucoup de femmes et tu as pris la femme de Uri le Hittite dans la Bible. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Les enseignants sont des exemples. Et le désordre que vous montrez dans cette grève que vous avez organisée là, ça fait pitié, vous faites pitié. Il faut vous organiser, il faut être plus efficace. Alors, est-ce que le moment est bien choisi? Je suis d'accord que vous profitez de l'année électorale pour poser ce type de grève-là. Alors, attendez la période électorale. On est encore, c'est juste que c'est octobre, non? Voilà, c'est en octobre. Exact. En plein septembre, voilà. Vous pouvez gréver, si vous lancez votre grève le 1er septembre, nous, parents d'élèves, là, on va venir vous trouver. Et on va vous aider à avoir du poids. Mais venez faire composer nos enfants. Sinon, nous aussi, on va se lever contre vous et ça ne sera pas bien pour vous. Merci beaucoup. Alors, monsieur Samori Ateba, qu'est-ce qu'on doit retenir puisque déjà nous sortons de cette thématique? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces parents, à ces enseignants qui nous suivent à cet instant? Ce qu'il faut dire aux enseignants, c'est que la grève qu'ils ont organisée, elle est d'abord désorganisée, elle n'est pas ordonnée. Elle n'est pas ordonnée dans quel sens? Elle n'est pas ordonnée parce que j'ai l'impression même d'abord qu'on n'associe pas les enseignants du privé. Parce que pendant que ceux du lycée sont parfois en train de gréver, ceux du privé partent, les élèves du privé partent normalement à l'école. Ça veut dire qu'on a quand même des élèves qui y vont. Et si on fait, surtout quand on se situe dans les grandes villes, on va trouver que beaucoup d'élèves quand même sont dans les collèges privés. Bon, il va falloir coordonner la grève et trouver comment associer les enseignants du secteur privé pour qu'eux aussi se sentent concernés, ils se sentent concernés et qu'eux aussi dans ces résolutions trouvent un meilleur arrangement parce qu'on doit se dire qu'il va falloir que même les enseignants du secteur privé, même pendant les congés, puissent avoir un salaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes recruté, vous signez un contrat. Pour qu'on n'ait plus ces collèges privés qui courent avec les programmes pour que vers mai, on commence à se débarrasser des enseignants. Mais c'est en mai qu'on se débarrasse d'eux. On les envoie au chômage. C'est-à-dire on les envoie en quelque sorte au chômage. Et il faut que lorsqu'un enseignant est dans un collège qui signe un contrat avec, et même pendant les congés, les vacances, je ne sais pas trop, qui perçoivent son salaire. Qui perçoivent son salaire. Bon, il va falloir organiser dans ce sens-là. Et maintenant, il va
chercher le bon timing. Il va falloir trouver le bon timing. Parce que la grève, comme nous tous nous sommes d'accord pour la grève, peut-être le timing actuellement n'est pas le bon pour faire la grève. Ils se disent peut-être qu'ils ont été trompés toute l'année. Maintenant, si dès qu'ils organisent les examens, ça veut dire que c'est fini. Tout est renvoyé à l'année prochaine. Il faut trouver le bon timing. Et qu'il y ait une sorte de solidarité, parce que moi je me dis, je vais sortir peut-être par là, il y a un problème camerounais, je dis, les Camerounais dans leur globalité, il y a un problème. Est-ce que il va falloir que cette génération s'y passe pour qu'on ait une génération de Camerounais conscients de l'enjeu, parce que tous les enjeux au Cameroun sont un peu biaisés par les Camerounais, parce qu'il n'y a pas une conscience politique collective qui guide, pas l'ensemble, mais la grande majorité des Camerounais. Parce que, qu'on le dise dans la manifestation, il y a ce qu'on appelle les free riders, c'est-à-dire les passagers clandestins. Tout le monde ne peut pas participer à une manifestation, c'est une réalité. Mais si la grande majorité participe déjà, ça fait en sorte que l'objectif soit atteint. Parce que si on a 80% seulement des enseignants qui sont conscients par la grève, je vous dis, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Mais généralement, ça n'atteint même pas les 50%. Les gens sont en train de faire le jonglage. Ça va, on en a même pas 30%. Dès qu'on intimide un peu, on rentre aujourd'hui, on part au quartier, on tourne. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. Bon, il va falloir une conscience politique collective des Camerounais pour pouvoir changer les choses. Parce que ce régime, en quelque sorte, a émasculé les Camerounais, a fragilisé l'ensemble du mental et en quelque sorte... je veux dire, atteint psychologiquement les Camerounais, qu'aujourd'hui, il n'y a plus une cohésion sociale qui peut permettre aux Camerounais de mener une action qui peut fragiliser ce gouvernement. Et ce gouvernement le sait. Ils savent que cela, quand ils ont suivi une grève dans tel secteur, ils se mettent à rire. Chercher nous 2 ou 3 personnes dans le secteur, chercher les leaders, là, on va des combats un peu. Oui, on t'intimide d'abord. Si on voit que l'intimidation ne passe pas, on vient avec les billets. Un jour, on te jette une mallette de billets comme ça, on dit est-ce que tu continues? Après, vous voyez que vous vous retrouvez dans une grève sans leader. Et c'est comme ça que les choses se passent au Cameroun. Bon, il va falloir cette conscience et je pense que c'est là que le Cameroun va changer dans tous les domaines. Alors, il est question ici, chers téléspectateurs, justement, de mettre en place cette solidarité qui nous permettra, n'est-ce pas, de conjuguer ensemble les mêmes efforts, parce que vous avez justement écouté ces différents points de vue. Alors, je vais m'intéresser à vous, Zintrae, justement, parce que nous allons bientôt sortir de cette thématique. Qu'est-ce qu'il va falloir dire, justement, à ces téléspectateurs, à ces enseignants qui nous suivent, à ces chefs, n'est-ce pas, d'établissement qui nous suivent à cet instant précis? Ce que moi, je vais dire aux enseignants, je vais parler aux enseignants, je vais aussi m'adresser à l'ordre gouvernant, dire aussi que je ne sais pas s'ils ont perdu leur humanité. Je ne sais pas s'ils ont perdu ça. Parce qu'on ne peut pas blaguer autant avec des personnes. C'est comme, je causais avec un ami qui me disait, il ne s'amuse pas, il s'aménageait, il fait ceci, il fait cela. Je lui dis, attends, tu parles de la personne qui s'occupe de chez toi quand tu n'es pas là. Il me dit, tu parles de la personne qui cuisine pour toi quand tu n'es pas là. Il dit, oui, je dis, bah, tu choisis bien comment tu vas mourir. Oui, parce que tu peux blaguer avec tout le monde, mais pas ce genre de personne. Parce que la mort de quelqu'un, vous pensez que ça va venir de quelqu'un de très grand. Tu marches avec la personne tout le temps. Thomas Sankara l'a dit, que ton ennemi n'est pas celui qui est en face de toi. Là-bas, c'est ton adversaire. Ton ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. Donc, l'État camerounais ne peut pas blaguer. L'éducation dans son ensemble est en train d'être... Ça va dans tous les sens. Vous avez même dans le supérieur, alors c'est la catastrophe même. Moi, je connais, il y a un professeur d'université qui le dénonçait. Alors là, les étudiants de médecine ne parlent pas à l'école. Vous imaginez? Des étudiants de médecine, vous savez, qui sont censés nous soigner demain. Ça démontre que le secteur de l'éducation, quand il y a un problème, c'est toute la chaîne qui va en pâtir. Donc, que l'ordre gouvernant comprenne aussi que ce sont ceux-là qui les ont enseignés. Ceux qui sont ministres aujourd'hui, ils ont été enseignés. Ceux qui sont directeurs aujourd'hui, ils ont été enseignés. Donc, qu'ils prennent véritablement en considération
la préoccupation des enseignants, qu'ils prennent cela en considération. Et moi, je ne comprends pas comment l'État s'organise. Quand vous lancez les concours, vous connaissez le nombre de places que vous lancez. Vous devez déjà savoir que bon, celui qui entre avec le bac, il a dit qu'il va sortir dans 3 ans. Donc dans 3 ans, son argent doit déjà être disponible. Il faut qu'on s'arrange à ce que quand il sort dans 3 ans, son argent soit disponible. Mais vous affectez quelqu'un qui ne connaît peut-être pas Lomé à l'Est. L'Est Cameroun ne connaît pas Lomé. Vous lui dites, on t'a affecté à Lomé, va prendre le service. Il n'a même pas 5 francs. Il va prendre service. Comment? J'ai vu quand même dans un village à l'Est, à Angoussas, il y a des enseignants quand même qui s'organisent à accueillir les nouveaux. Quand vous êtes nouvellement affecté là-bas, ils vous accueillent, ils vous disent bon, tu vas d'abord dormir chez moi en attendant. Il y a une chambre à tel endroit qui coûte telle somme. Si tu n'as pas encore, bon, en attendant que tu trouves quelque chose, tu vas d'abord. Donc il y a une certaine solidarité que j'ai vue là-bas. Et c'est cette solidarité qui doit monter au niveau macro, de manière à ce que ceux qui ont déjà eu la résolution de leurs problèmes, ils ne doivent pas léser les autres. Ils ne doivent pas se dire bon, ça va, moi j'ai déjà résolu mon problème. Donc maintenant, chacun doit se battre pour sa situation. Et même encore, je parlais ici des proviseurs, des délégués, mais si chaque proviseur, chaque délégué départemental, chaque délégué régional prenait la situation véritablement en main et disait non, mes enseignants dans ma région, ça ne va pas. Il saisit peut-être le gouverneur, il dit non, les enseignants dans ma région, ça ne marche pas. Le gouverneur aussi dit bon, oui, c'est quand même une situation dont il faut vraiment prendre en considération. C'est-à-dire toute la région porte l'affaire. Le gouverneur écrit en ampliation, délégué départemental, délégué régional, proviseur d'établissement. On écrit au ministre des Finances ou on saisit le Premier ministre. Ça aura peut-être plus de poids. Mais ça va commencer par les enseignants. La solidarité là. Si les enseignants écrivent une lettre collective où il y a les parents sont d'accord avec eux, les élèves eux-mêmes sont d'accord avec eux, mais ça aura du poids. Ça aura du poids. Donc, pour le moment, chers enseignants, faites composer nos enfants. Attendez septembre, puisque l'élection c'est en octobre. Attendez septembre, vous lancez votre grève. Nous allons vous soutenir là-dessus. Et ce qu'on peut même dire en quelques mots, c'est juste qu'il va même falloir que la décentralisation continue même dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire que les enseignants commencent à être gérés au niveau de leur collectivité territoriale, c'est-à-dire soit au niveau de la région dans laquelle vous êtes situé, pour que ça facilite un peu les choses. Parce que généralement, quand tout est centré au ministère des Finances, tout est centré au ministre de l'Enseignement, tout ça, ça commence à créer des lourdeurs même dans la gestion de tout ça. Et ailleurs, ça se fait. Ailleurs, les enseignants sont recrutés dans des collectivités et gérés par les collectivités. C'est eux qui lancent les concours pour recruter le nombre d'enseignants qu'ils ont besoin dans une certaine collectivité. Et cela se passe ici. Mais c'est parce qu'on peut centraliser le pouvoir, centraliser les finances et détourner ces finances en haut. On ne veut pas véritablement distribuer ces finances, que ce soit géré ainsi. Encore même que la décentralisation, le code général de la décentralisation parle de cela. Les lycées doivent être gérés par les régions. Vous voyez? Donc c'est peut-être juste un problème de respect, c'est-à-dire le transfert donc, de ces compétences-là. D'accord, merci, merci beaucoup. Le temps nous tient vraiment à la gorge. Nous voici parvenus à la fin de votre édition. La rétro de l'information, mesdames, messieurs, nous sommes vraiment contents de vous savoir nombreux à nous suivre toujours chaque samedi dans le cadre de votre programme. Alors nous vous disons merci à monsieur Dimson d'avoir répondu présent ce jour. C'est un plaisir. Nous espérons revenir plus tôt, nous espérons revenir bientôt. Et je vais finir en invitant le ministre de l'aménagement du territoire de retirer l'article 8 de la loi portant établissement et distribution de titres d'identité au Camerounais. C'est un article colonial qui fait honte à notre République d'exister dans nos lois. D'accord, c'est compris. Alors, merci beaucoup, M. Hatiba, d'avoir répondu présent. Merci, M. Stéphane, et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous, monsieur Bilama Dimitri, d'avoir répondu présent. Bilima Dimitri, voilà, merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager le peu de connaissances que nous avons avec les téléspectateurs. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux. On prend rendez-vous le prochain samedi. D'ici à là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous avez lu la loi.